Ça y est, elle est là. La saison 3 de Secret d'entraîneur est enfin arrivée. Alors installe-toi et on est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Olivier Poli, qui est un des pères fondateurs de la préparation physique et de la réathlétisation en France. Alors c'est un immense honneur de le recevoir parce que plus jeune, en tant que jeune entraîneur et étudiant, j'ai dévoré tous ses livres. J'espère que tu en auras fait de même. Dans cette émission, on va parler un petit peu de tout son parcours et de l'évolution de sa vision de l'entraînement et de la préparation physique. Avant de lancer l'émission, place au sponsor, mais cette fois, c'est moi qui vais le faire parce que je veux faire la promotion d'une chose qui me tient à cœur. C'est un des moyens de soutenir la chaîne. On a décidé de créer une plateforme en juin dernier qui s'appelle le Club des entraîneurs, où on diffuse énormément de contenu, en plus de cette émission-là. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver tous nos experts, tous nos articles, les tables rondes et encore énormément de contenu sur le lien en description. À très vite, salut. Olivier Poli, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Secret d'entraîneur. Je suis très heureux de te recevoir parce que tu as bercé mes années d'études, on va dire ça comme ça, avec tes livres et tout ce que tu partageais. Donc déjà, merci pour ça. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu ? Alors, donc je m'appelle Olivier Poli. J'ai un parcours un petit peu atypique, mais comme beaucoup de parcours, hein, ils sont tous singuliers. À la base, j'étais sportif en athlétisme. Hein. J'ai eu la chance d'être sportif de haut niveau, surtout chez les jeunes catégories. Je suis monté à l'INSEP, j'ai passé le CAPES. Donc je suis prof de PS de formation. Très vite, je me suis aperçu que ce n'était pas vraiment ça que j'avais envie de faire. Donc j'avais déjà passé des diplômes d'entraîneur, BE1, BE2, et puis assez rapidement, trop rapidement peut-être, en tout cas c'est ce qu'on me disait au départ, j'ai passé le concours pour être sessionnaire à l'INSEP, pour passer le diplôme supérieur de l'INSEP et un BE3. Et j'ai obtenu donc un BE3 à 26 ans, donc c'était très jeune. Bon, néanmoins, voilà, j'ai pas eu de poste, on ne m'a pas proposé de poste à l'époque, on m'a rebalancé dans un établissement scolaire. Donc j'ai pas souhaité rester très longtemps là. Et puis j'ai postulé sur un poste à l'université à Nice, où j'ai enseigné pendant 23 ans à l'UFR STAPS de Nice. Et parallèlement à ça, donc j'étais entraîneur en club, j'étais entraîneur sur un pôle universitaire. Voilà, donc j'ai fait beaucoup dans l'athlé pendant des années. Et puis petit à petit, c'était pas ma volonté au départ, mais petit à petit, on m'a demandé d'intervenir en préparation physique, notamment avec des athlètes qui avaient été blessés, qui étaient un peu en réathlétisation. À l'époque, le terme n'existait pas encore vraiment. Donc j'ai commencé à travailler un peu dans le football, etc. Et puis j'avais un fils qui était volleyeur, qui a fait du volley de haut niveau. Quand il est rentré au Pôle Espoir, on m'a demandé d'accompagner le Pôle Espoir. Voilà, donc je l'ai fait. J'avais un ami qui s'appelait Laurent Tilly, qui s'appelle toujours Laurent Tilly, qui m'a dit ouais, viens avec nous en proie, tu vas avec le Pôle Espoir et tout. Donc j'ai mis le pied là-dedans. Et puis de fil en aiguille, je suis rentré dans la préparation physique en parallèle de l'athlé. Et j'ai fait pas mal de choses voilà, dans la prépa physique. En 2012, je me suis mis à mi-temps de l'université parce que j'avais des projets sur un projet privé. Donc je me suis mis à mi-temps et en 2016, je me suis mis en disponibilité complète. J'ai travaillé dans le monde du privé. En France et à l'étranger, notamment au Maroc pendant 2 ans, avec le golf, avec la Fédération royale marocaine de golf. Et puis voilà, et puis il y a quelques années, on m'a appelé pour travailler avec le handisport et je suis parti travailler avec le handisport. Voilà, on en reparlera peut-être dans l'entretien. Ouais. Voilà, à l'heure actuelle, je suis malheureusement revenu sur un poste de prof d'éducation physique. Ça s'est mal passé avec le handisport. J'ai été limogé dans des conditions pas très nettes. Et aujourd'hui, je suis sur Marseille parce qu'il y a les Jeux Olympiques et que du coup, j'ai été détaché à mi-temps par l'ANS pour suivre le projet olympique de 2 athlètes, Jean-Baptiste Bernas principalement et Luis Cervera. Donc voilà, je les accompagne là-dessus. Et puis parallèlement à tout ça, tu le sais, tu l'as dit au départ, j'ai écrit pas mal de choses. Donc des articles, des formations, des livres sur la préparation physique. Mais pas que. Mon dernier livre, c'est un roman. Ouais. Donc, il n'y a rien à voir avec... Je ne l'ai pas encore lu. Tu vois pas. Je lis très peu de romans. Voilà. Tu peux en parler, hein, si tu veux. Oui, pour ceux que ça peut m'intéresser. Oui. C'est un roman qui traite de l'eau, en fait. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, parce que c'était des métaphores que j'utilisais beaucoup avec les sportifs. Et je trouvais le modèle de l'eau très intéressant. Et
Je me suis retrouvé au placard pendant 6 mois. J'ai eu, on va dire, que ça à faire quasiment. Donc, j'ai beaucoup lu sur l'eau. Ça m'a énormément intéressé. J'y ai trouvé des modèles d'inspiration très, très intéressants. Et j'ai écrit un roman là-dessus. Et voilà, qui est un roman qui est très apprécié. Il y a beaucoup de projets autour de ça. J'ai des profs en établissement scolaire qui veulent faire des projets avec leurs élèves autour du roman, etc. Voilà, donc, c'est le tout début. Hein. Le roman est sorti au mois de janvier. Donc, on est vraiment au tout début. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on parle directement de ce qui s'est passé avec la Fédé Handisport? Parce que je sais que tu n'as pas été seul dans cette affaire-là. Ou est-ce que tu veux qu'on l'aborde plus tard? Peu importe. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'ailleurs d'y rester très longtemps. Oui, je veux pas, je veux pas trop parler du passé. C'est comme ça. C'est quelque chose qui a été très décevant pour moi, évidemment, parce que j'ai été abordé en 2018. On m'a sollicité pour suite au rapport Onesta, les jeux de Rio, le rapport Onesta, le handisport c'est du bricolage, etc. Donc on a dit il va falloir professionnaliser un petit peu tout ça. Et moi, on m'a appelé en tant que, c'était peut-être un peu pompeux le terme, mais peu importe, c'est pas moi qui l'ai choisi, consultant expert. Donc j'ai commencé à travailler aux côtés de la commission athlétisme de la fédération handisport. Ça se passait bien, j'avais des collègues que je connaissais. Ça m'intéressait beaucoup, parce que j'étais dans l'athlète, c'était mon sport. Il fallait beaucoup travailler sur la singularité des athlètes, évidemment, avec le handicap, donc ça m'intéressait énormément. Je me suis vraiment passionné pour ça. Il y a eu le confinement. Mon poste au Maroc a cessé parce que j'avais plus de ligne aérienne pour aller au Maroc, donc j'étais totalement disponible. Et voilà, j'ai rencontré Claude Onesta qui m'a dit « J'aimerais bien que si tu peux travailler à mi-temps, ce serait bien ». Donc on a convenu d'un poste d'entraîneur national. Que j'ai pris, j'ai été nommé, j'ai fait les Jeux de Tokyo. Ça se passait plutôt bien, à mon sens. Je me suis retrouvé isolé après les Jeux de Tokyo parce que j'ai un collègue qui a démissionné et qui avait un job très important. Donc j'ai vécu une année d'enfer où j'ai appelé au secours tout le temps parce que j'étais tout seul et qu'il y avait des choses que je ne savais pas faire et que je ne voulais pas faire de bêtises. C'était trop important pour la préparation des Jeux de Paris. Je peux dire sans crainte que j'ai pas été aidé par la Fédé. Hein. J'ai envoyé de nombreux appels au secours et on m'a laissé vraiment patauger tout seul, me débrouiller tout seul, jusqu'à ce qu'on me propose l'arrivée d'un collègue qui était un transfuge de la Fédération Valide, avec qui ça s'est très mal passé. J'appréhendais un petit peu cette situation-là. Ça s'était très mal passé. Il y a eu beaucoup de comportements autoritaires. Je suis allé jusqu'à de la violence physique, avec une agression physique. Et puis voilà, quand j'ai dénoncé ça, en fait... j'ai découvert en fait les réseaux d'influence et j'ai pas été écouté, j'ai pas été ni protégé ni quoi que ce soit. On m'a mis au contraire en situation inférieure parce on l'a nommé à la tête de la commission et je devais travailler sous ses ordres et c'était insupportable. Donc on m'a dit puisque tu peux pas travailler, t'es viré. Voilà. Donc j'avais été recruté pour Paris 2024, j'ai été viré un an avant. Claude Onesta m'avait suggéré de rester jusqu'en 2028 pour qu'il y ait une continuité et moi ça m'allait très très bien. Et finalement, ma carrière a été complètement stoppée suite à cet incident. Voilà, donc pour l'instant, c'est derrière moi, même si y a des additions qui se payent. Hein, à la fin du repas, il faut payer l'addition. Donc voilà, on verra. D'ici à ce que l'épisode soit diffusé, on aura peut-être justement la réponse de savoir combien a été payé l'addition après les Jeux paralympiques. Quoi. On verra. Ouais, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé plusieurs fois dans l'émission avec différents intervenants sur le fait qu'il y a beaucoup de réseaux d'influence dans le sport de haut niveau en France et qui, ce n'est que mon avis, ça ne tient qu'à moi, hein, je ne t'engage pas là-dedans, mais qui peut faire énormément de mal aux athlètes, principalement, et aux entraîneurs qui gravitent autour, mais principalement aux athlètes, et c'est quelque chose que je vais traiter avec Patrick Roux très bientôt. Je connais bien Patrick Roux. Ouais. Tu as travaillé dans beaucoup de sports, donc je rebondis, hein, valide et non valide, parce que tu me parlais de ce que tu avais mis en place en Allemagne. Tu veux en parler ou pas du tout? Oui, alors il se trouve que moi j'habite dans le sud-est de la France, je suis pas loin de Monaco et de la Fédération internationale, et puis j'ai un ami qui travaille là-bas, qui dirige le secteur médical, Stéphane Bermond. Et un jour, il m'a invité à une réunion. J'ai rencontré une personne qui travaillait à l'I2AF, enfin, à l'époque, ça s'appelait encore l'I2AF, World Athletics. Et puis, on a sympathisé, etc. Et puis, un jour, il m'a posé une question en me disant si tu devais apprendre à marcher ou à courir, enfin, marcher non, parce qu'il marche déjà, mais apprendre à courir à une personne aveugle, comment tu t'y prendrais? Donc, je lui ai fait une réponse un petit peu longue, parce que c'est pas si simple que ça. Et il m'a dit écoute, ça m'intéresse énormément, j'ai quelque chose pour toi. Et il est allemand d'origine. Et du coup, j'étais mis en contact avec
des institutions qui dépendent du gouvernement allemand. Et on m'a demandé de mettre en place tout un programme d'éducation physique et d'éducation motrice pour les personnes déficientes visuelles. Ok. Et donc j'ai travaillé 1 an et demi sur ce projet-là, qui a été entièrement validé par le gouvernement allemand. Et j'ai vécu quelque chose de très très fort, parce qu'on m'a demandé de partir en Ouganda dans un institut pour enfants aveugles, et j'ai passé 10 jours très riches d'un point de vue émotionnel. J'ai pas honte de le dire, mais j'ai eu beaucoup de moments où j'avais les larmes aux yeux, parce que de voir ces gamins, les conditions dans lesquelles ils vivaient, et de voir la joie de vivre qu'ils avaient, de voir ce que modestement j'apportais, mais les faire jouer, leur faire des situations, leur apprendre des choses et tout, mais c'était incroyable, quoi. Donc ça a été un moment très très fort, et voilà, c'était une très très belle expérience. Et aujourd'hui d'ailleurs, je suis un tout petit peu déçu, enfin, tout petit peu, c'est d'ailleurs un euphémisme, je suis très déçu parce que je me suis aperçu que dans nos programmes en France, finalement, les personnes déficientes visuelles, il n'y a pas vraiment de programme d'éducation physique. C'est-à-dire, quand on regarde les jeunes, ils sont dans des instituts pour enfants aveugles, on leur apprend à lire le braille, ce qui est le minimum, mais aujourd'hui, on nous parle des 30 minutes d'activité quotidienne qui sont importantes pour la santé, pour éviter les risques d'obésité, de diabète, de cardiovasculaire, etc. Tout ça, c'est vrai, et c'est vrai pour tout le monde, y compris pour les personnes déficientes visuelles. Et malheureusement, eux, ils ont la double peine, parce qu'on ne leur propose pas de programme. Donc, moi, j'ai sollicité le rectorat par le biais de l'inspecteur de l'académie. On m'a dit, si vous êtes bénévole pour faire ça, c'est super. Et moi, je pense que ce n'est pas un travail de bénévole, c'est un vrai enjeu national. Et si on veut accompagner ces personnes-là, si on veut leur proposer, de la même manière qu'on le propose aux autres, un vrai programme d'éducation physique et motrice, qui débouche pour certains sur la pratique de sport adapté, de handisport, eh bien, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas le traiter de manière bénévole. Il faut vraiment s'investir, il faut des gens qui sont chargés de mission, qui travaillent sérieusement. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, malheureusement. On n'a que les Jeux paralympiques, mais on est toujours à la traîne sur ces sujets-là. Mais là où on tourne à Marseille, il y a un centre justement pour les jeunes aveugles, et ils ont un énorme gymnase. J'ai habité à 30 mètres de là pendant des années. Et je n'ai jamais entendu un seul bruit dans le gymnase. Jamais une seule fois. Donc, soit ils font absolument aucun bruit, ce qui m'étonnerait, soit vraiment c'est un truc qui n'est pas du tout effectivement utilisé, quoi. C'est dommage. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans le gymnase, je ne connais pas cette école, je ne connais pas cet institut, mais encore une fois, moi, ma modeste expérience là-dedans, ce que j'ai vécu en Ouganda, ce que j'ai vu avec les gamins, c'est que finalement, ils partent de zéro, et qu'en fait, quand tu pars de zéro, tu écris sur une page vierge, et tu as tout le loisir d'écrire des belles choses. Ouais. Et ce qui était absolument génial, c'était que moi, j'ai été très, très surpris d'ailleurs de la façon dont ça s'est passé, parce que je m'étais fixé, si tu veux, des situations d'approche avec des choses assez basiques, qui ont été assez vite et assez bien intégrées. Et puis, petit à petit, chemin faisant, on a avancé de plus en plus, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait au-delà de ce que je pouvais espérer. Et je me suis retrouvé, pour donner un exemple très, très concret, mais je me suis retrouvé avec 2 jeunes filles, une totalement aveugle et une qui jouait le rôle de guide, qui était voyante, elle, et à qui j'ai appris à sauter à la corde. Et en fait, on est allé au bout du bout, c'est-à-dire qu'on a filmé une situation où elles courent en tenant chacune une poignée de la corde, elles se tiennent par la main, et elles arrivent à courir en passant la corde à chaque appui. Et elles courent comme ça sur 30 ou 40 mètres, quoi, sans marcher sur la corde, en étant parfaitement synchrone et tout. Et ça s'est fait en 2 jours, quoi. Tu vois, c'est 2 jours d'apprentissage, et on est arrivé. Alors, je pense pas que tout le monde peut y arriver aussi vite, mais véritablement, si tu veux, il y a un boulevard pour écrire des choses là-dessus. Et sincèrement, pour avoir travaillé dans le monde du handicap, je pense pas, je vais répondre assez modestement, parce que je connais pas tout non plus, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose d'aussi développé, d'aussi recherché, etc., qui soit mis en place pour l'instant en France. Okay. Et c'est bien dommage. Moi, c'était des projets que j'aurais voulu mettre en place sur le développement. Malheureusement, je pense que le développement en ce moment est un peu à la traîne sur le handisport. Ouais. Et voilà, c'est bien dommage. Mais bon. Pas que dans le handisport. J'ai une question justement par rapport à ça. Au niveau de la plasticité neuronale, cérébrale, tout dépend comment on l'appelle, est-ce qu'une personne qui va être déficiente visuelle, par exemple, elle va avoir des facilités pour travailler la motricité ou d'autres choses, ou pas spécialement? Alors, on a toujours tendance à dire qu'évidemment, quand il vous manque un sens, eh bien, on développe un peu plus les autres. C'est ce qu'on entend beaucoup. Voilà, mais je pense que c'est vrai, de toute manière, on ne va rien inventer là-dessus. Néanmoins,
le fait d'être déficient visuel, sans doute qu'ils ont peut-être une acuité auditive qui est un petit peu plus pointue, peut-être qu'ils sont un peu plus sensibles à certaines choses, mais en fait, la réalité, je pense, c'est que ce qui nous semble simple, parce qu'on a l'information visuelle, c'est de dire à quelqu'un à un moment donné, bah, tu vois cette chaise là-bas, tu vas marcher en direction de la chaise. Bah, pour nous, c'est simple, puisqu'on a une cible, on la vise, c'est facile. Un déficient visuel, évidemment, il ne sait pas où est la chaise. Donc, mais même imaginer de dire simplement, marche en ligne droite, même pour nous, c'est simple, mais pour un déficient visuel, c'est très compliqué. Nous, quand on dit à quelqu'un, monte ton bras à l'horizontale, déjà, les personnes voyantes, j'ai travaillé 23 ans en STAPS, hein, donc je connais très bien, mais quand on fait faire des exercices, qu'on demande aux gens de monter le bras à l'horizontale, l'horizontale, c'est quand même un concept un peu vague pour beaucoup de gens. Hein. On est un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu devant, un peu derrière, si on dit que c'est perpendiculaire au tronc ou parallèle au tronc, bon bref. Donc, et pour une personne déficient visuel, en fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est quoi l'horizontale pour eux? Tu vois, parce qu'ils n'ont pas tout ce travail. Et en fait, c'était ça un peu l'originalité du travail que j'avais mis en place, c'était d'aller vraiment à la source et de comprendre vraiment ce qui se passait et de dire le rapport au temps, le rapport à l'espace, le rapport à son propre corps, à toutes les dimensions de l'espace, comment ça doit se construire avec ces personnes-là, comment on peut enrichir ce travail par des situations qui sont à la fois ludiques mais calibrées, tu vois, et qui vont croissantes. Et c'est là que c'est hyper surprenant, c'est qu'en fait, tu t'aperçois que des fois, tu pars de zéro, ils n'ont aucun repère, et puis très très vite, en fait, ils arrivent à choper des repères, à s'organiser, et là, les progrès viennent très très vite. Et là, c'est là que c'était absolument génial pour moi, c'est que je voyais ces gamins avec un sourire qui se dessinait en permanence sur leur visage, et tu avais l'impression que pour eux, c'était absolument génial. Ils découvraient leur corps, les jeux qu'on faisait. Tu sais, tu dis à quelqu'un, écoute, voilà, tu vas avancer de 3 mètres, tu te baisses, voilà, tu touches, là, il y a une cible, tu l'as senti, ouais, ok, on recule de 3 mètres. Maintenant, tu fais un tour complet sur toi-même et puis tu avances à nouveau pour choper la cible. Ben, pour nous, voyants, c'est hyper simple. Ouais. Pour eux, si tu veux faire 360, c'est quoi? Donc c'est très très compliqué. Et quand tu les fais jouer à ce truc-là et qu'au bout de quelques essais-erreurs, ils y arrivent, ils touchent le plot, ça a l'air d'une petite victoire, mais pour eux, c'est magistral, quoi. Ouais. Et en fait, ils ont une espèce... Alors, est-ce que c'était lié aussi peut-être à la population africaine, etc. Mais en tout cas, ils avaient une espèce de joie de vivre incroyable et tu avais l'impression que chaque petite victoire, lancer un ballon et arriver à le rattraper, alors que tu le vois pas, tu vois, tu le lances en l'air et tu le rattrapes et tu le fais pas tomber, bah, ils étaient heureux, c'était incroyable. Donc, si tu veux, tout ça me laisse à penser qu'il y a vraiment un boulevard à développer, que c'est quelque chose qu'on fait peut-être pas, je dis bien peut-être, hein, je me conditionnais parce que je sais pas ce qui se passe dans toutes les écoles et je voudrais surtout pas avoir la prétention de penser que voilà. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à mettre en place et qu'on n'exploite sûrement pas tout. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. J'aime bien l'idée de fixer des repères différents des repères visuels. Tu as écrit pas mal de bouquins sur la posture, la motricité et la proprioception. Est-ce que finalement c'est ça, c'est des niveaux proprioceptifs, je vais dire régulés. En tout cas, on t'apprend à reconnaître par rapport à ta kinesthésie, ta proprio, qu'est-ce qui est bien ou pas et qu'est-ce qui va t'amener à la réussite ou pas. Si j'ai bien compris, c'est un peu ça finalement. Ouais. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans l'organisation posturale, alors, ce qu'on appelle les ajustements posturaux pour être en mouvement, parce que le but du jeu, c'est quand même d'être en mouvement, hein, notre corps est fait pour bouger. Et donc, tous les ajustements posturaux qu'on fait, on sait qu'il y a une énorme part d'informations visuelles qui entre en ligne de compte. Ouais. Énormément. C'est bien sûr enrichi des informations au niveau vestibulaire, c'est enrichi des informations proprioceptives. Donc tout ça, c'est un réseau très complexe d'informations qui est traité par le cerveau et qui permet de faire les ajustements posturaux comme il faut, de les affiner, d'être de plus en plus performants. Donc pour nous, voyants, on arrive à trouver des clés en prenant en compte toutes ces informations. On a tendance à dire, c'est pas moi qui l'invente, a priori c'est 60% d'informations visuelles qui sont prises en compte. Et voilà, donc c'est énorme, 60%. C'est plus de la moitié des informations qui proviennent de la vision. Donc il faut imaginer que des personnes qui n'ont pas la vision, elles sont, même si les autres sens sont peut-être plus fins que ceux d'un voyant, néanmoins c'est quand même très compliqué. Et les ajustements posturaux, ils ont besoin de les faire aussi, ils ont besoin de se mouvoir dans l'espace, etc. Donc toute cette finesse justement dans l'ajustement postural, c'est quelque chose qu'on doit développer et on ne peut pas passer par la vision. Donc c'est là qu'il faut être ingénieux, c'est là qu'il faut arriver à trouver des pistes pour leur donner des repères, etc. Et c'est là qu'en fait, je pense, on sous-estime beaucoup ce qui se passe pour eux. C'est qu'encore une fois,
Nous, on ne se rend pas compte, mais on a les informations sur l'horizontale, la verticale, l'espace autour de nous. Ça nous parle, l'avant, l'arrière, le haut, le bas, la droite, la gauche, etc. Eux, c'est beaucoup plus complexe. Donc, voilà. Et c'est là, je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Voilà. Ok. Est-ce que d'après toi, sur des personnes valides et voyants, est-ce que c'est intéressant justement d'aller travailler un petit peu à l'aveugle comme ça? Oui, complètement, complètement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il faut d'ailleurs s'inspirer un petit peu de tout ça parce que moi, je suis quelqu'un de nature très curieuse et le fait d'avoir travaillé dans différents environnements, ça m'a ouvert un champ d'exploration immense. C'est d'ailleurs ce que je reproche des fois un petit peu au sport français, c'est on est vraiment un peu enfermé dans son domaine, on devient des ultra spécialistes d'un sport, etc. Et puis des fois, on veut traiter de certaines problématiques avec les casseroles qu'on traîne depuis des générations dans ces sports-là. Et en fait, il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux, de regarder le sport d'à côté, et on se dit, mais en fait, ils ont résolu ce problème-là, mais ça fait longtemps qu'ils ont trouvé la solution. Ils savent faire. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et moi, j'ai eu une période de ma vie où je travaillais beaucoup avec l'INSEP sur la formation des entraîneurs, justement, et j'accompagnais, c'était le terme, on était accompagnateur sur des formations pour les cadres du sport français. Ouais. Et c'était hyper riche parce que on était censé leur apporter une formation, on faisait intervenir des experts. On était des accompagnateurs, donc on n'avait pas la vérité absolue, on n'était pas là pour dire il faut faire comme ça. Mais par contre, on était là pour mettre en place un réseau, pour faire émerger des questions, pour faire venir des experts qui pouvaient répondre aux questions. Et donc pour moi, ça a été de la formation continue en permanence. C'était génial. Ce qui était très intéressant, c'était quand on mettait en contact des gens qui arrivaient d'univers totalement différents. C'est-à-dire qu'on mettait un entraîneur de football qui arrivait avec quelqu'un qui venait de la danse, quelqu'un qui venait de la gym, quelqu'un qui venait de la natation, etc. Donc des univers où on se dit des fois ça n'a rien à voir. Et en fait, c'était vraiment génial de voir comment chacun s'enrichissait. Ah oui. Et je trouve que voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer. Et malheureusement, je pense que les entraîneurs, souvent, sont un peu la tête dans le guidon, n'ont pas toujours le temps de faire ça. On leur donne pas toujours le temps. On ne leur ouvre pas toujours la porte pour le faire. Alors, il y a des choses qui existent. L'INSEP, les programmes d'accompagnement de l'INSEP existent. J'ai eu la chance de participer 2 fois aux Étoiles du Sport, l'atelier des coachs. C'est extrêmement riche. Et je les remercie franchement de m'avoir invité 2 fois parce que j'ai énormément appris. Et puis quand on regarde autour de nous, j'ai lu... tu as dû la lire aussi, cette interview du préparateur physique des All Blacks qui expliquait que tous les ans, il se payait un voyage d'études qu'il allait voir. Et moi, dans l'équipe, j'avais lu qu'il avait été voir un entraîneur de danse, enfin, je ne sais pas si on dit un entraîneur d'ailleurs, mais une personne spécialiste de danse, et qu'il avait énormément appris avec la danse. Pour un sport comme le rugby, ça peut paraître étonnant, mais ça prouve en tout cas l'ouverture d'esprit qu'il avait et combien on peut s'enrichir à aller chercher. Voilà. Ouais. Donc oui, pour répondre, pardon, parce que je me suis éloigné de la question de départ, excuse-moi, mais t'inquiète pas. En fait, aller explorer dans l'entraînement valide, se dire à un moment donné, tiens, je vais te priver de la vision, complètement ou partiellement. C'est quelque chose que j'ai pas mal fait aussi, c'est masquer un œil, par exemple. Dire, voilà, tu as un œil directeur, tu as un œil moteur, on va te le masquer, on va voir comment tu t'organises sans ça, etc. Donc ça oblige les gens à être beaucoup plus fins sur certaines choses, et c'est extrêmement intéressant. Et en fait, tu le sais bien, le cerveau, il a besoin d'être challengé en permanence pour progresser. Et je pense qu'on touche des barrières de progrès à certains moments juste parce qu'on n'a pas eu assez d'inventivité pour aller challenger notre système au maximum. Et donc, c'est extrêmement intéressant de s'inspirer de ça et de dire, tiens, je vais lui masquer un œil. Tiens, je vais lui enlever la vision. Tiens, je vais, etc., etc. L'apprentissage différentiel. Exactement. Et alors, je veux dire une chose aussi, parce que je suis à Marseille en ce moment pour les Jeux et j'ai atterri dans le monde de la voile de manière totalement hasardeuse parce que c'était pas mon sport au départ, je connaissais pas du tout la voile. Et j'avais une amie qui travaillait dans le monde de la voile et qui malheureusement est décédée assez jeune, trop jeune, beaucoup trop jeune, et qui a laissé derrière elle une génération de jeunes qui étaient au pôle d'Antibes de voile, qui faisaient la préparation physique avec elle. Et l'entraîneur de la voile de l'époque était un de mes anciens étudiants, Lionel Pellegrino, que je salue si jamais il écoute l'émission. Lionel m'a dit, aux obsèques de Nathalie, il m'a dit j'aimerais bien que tu viennes travailler avec nous en prépa physique. Et je lui ai dit, moi j'y connais rien, c'est pas mon monde, je vais pas être performant et tout. Et il m'a dit un truc qui m'a beaucoup aidé par la suite. Il m'a dit, mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux un mec qui a pas d'a priori, il connaît pas, il arrive avec un œil neuf. Il me dit, moi ce que je veux, c'est que tu connais le corps. Tu connais l'activité physique, tu connais le mouvement, tu connais l'entraînement. Moi, je veux ça.
Et pour rejoindre notre discussion, il me dit, moi, je vais t'apprendre, à ma manière, je vais t'apprendre la voile. Je vais t'expliquer. Et là, j'ai rencontré quelqu'un, et ce gars-là, il a une façon d'aborder la voile, si tu veux, où il a modélisé qu'est-ce qui se passe si je te prive de l'écoute, qu'est-ce qui se passe si je te prive de tel outil, qu'est-ce qui se passe si on bloque ça, etc. Obliger les gens à naviguer. Et moi, je l'ai vu faire des exercices où il demande à un sportif de prendre un cap, il lui dit, bah, tu vois, on va là-bas, tu vas devoir y aller, puis maintenant, hop, eh ben, on descend le bandeau sur les yeux, et tu navigues en aveugle. Et puis, au bout de 3 minutes, on enlève, on regarde, on se dit, est-ce que tes informations étaient justes? Est-ce que ton corps a été capable d'aller dans la bonne direction alors que tu n'avais pas les yeux? Et ça, je l'ai rarement vu dans le monde de la voile. Mais encore une fois, je ne connais pas tout dans le monde de la voile, donc je reste très modeste là-dessus. Hein. Mais j'ai trouvé ça génial. Et ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que oui, il faut aller chercher à droite à gauche. Oui, il faut être curieux. Oui, il faut s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres sports, ce qui se passe peut-être dans le monde du handicap, peut-être dans le monde... je vais donner un autre exemple. Tiens, je suis désolé, je suis un peu prolixe. Vas-y. Mais parce que c'est des choses qui me touchent beaucoup. Mais j'ai travaillé à un moment donné dans un projet privé où je travaillais sur la santé. Et j'ai accompagné une dame qui avait eu un cancer et qui a eu une greffe de moelle. Donc très lourd, très difficile, quelqu'un qui a beaucoup souffert, etc. Je travaillais, je peux pas dire que c'était la prépa physique. Hein, on faisait du mouvement, on faisait des choses pour qu'elle se sente mieux dans son corps. Et à un moment donné, je lui ai proposé un exercice qui était quelque chose d'assez simple, où il y avait du rythme et un peu de coordination. Et donc, j'avais prévu qu'elle fasse ça pendant, je me souviens plus exactement, mais mettons 30 secondes. Puis au bout de 30 secondes, quand je lui ai demandé d'arrêter, elle m'a dit non, Olivier, laissez-moi continuer. J'ai dit, ah bon, elle me dit non, mais vous rendez pas compte. Elle me dit le bien que ça me fait. Le bien que ça me fait de sentir que je maîtrise un rythme, mon corps bouge, il y a du rythme, il y a une coordination. Et j'ai l'impression que ça respire de tous les côtés. Elle me dit, vous pouvez pas imaginer quand on a été alité, qu'on a souffert, le bien que ça fait dans son corps de pouvoir juste bouger avec du rythme, la coordination, fermer les yeux, sentir son corps qui répond bien. On a l'impression que c'est naturel. On est dans quelque chose de fluide, etc. Et ça m'a beaucoup touché aussi parce que c'était pas du sport de haut niveau, loin de là. Ouais. Mais je me suis dit, mais si ça lui fait du bien à elle, ça fait du bien à tout le monde. Et donc aujourd'hui, moi, c'est des choses que je réutilise. Il y a des exercices et on me voit travailler des fois, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais à quoi ça sert? Et de terminer une séance en disant, on va faire des exercices de coordination très simples, où il y a de la musique, où on peut rigoler, où on peut, etc. Mais où les gens bougent tranquillement, ils se sentent bien et tout. Ben moi, je suis absolument persuadé, c'est quelque chose c'est un sujet que j'ai beaucoup pensé. Ça recalibre beaucoup de choses. Et ça fait du bien à un corps qui a souffert à l'entraînement, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai été un peu partout. Carrément. Je vais rebondir sur deux choses, sur la danse et le rugby. Ouais. Alors, j'ai un trou de mémoire, bien évidemment. J'ai une mémoire terrible pour les noms. Ah bah, je pourrais pas t'aider, je suis l'entraîneur du rugby à 7 que j'ai rencontré l'année dernière et que j'avais discuté a fait énormément de danser ces rugbymen pour créer une cohésion. Bon, on l'a vu au jeu. On l'a vu au jeu parce qu'ils ont fait une chorégraphie. C'était assez incroyable comme idée. Et il allait à fond là-dedans. Et on a vu le résultat, champion olympique. Je ne vais pas dire facilement, mais pas loin. Donc c'est trop intéressant. Et j'aime beaucoup ta vision aussi de dire si ça fait du bien, on le fait. C'est quelque chose que je me suis tué à raconter et à dire aux apprentis, à mes apprentis prépa physique que j'avais pendant plusieurs années. Je leur disais, sportif de très haut niveau ou non, quand les gens viennent sur la séance, il doit y avoir une notion de plaisir quelque part. Tu ne peux pas dire à un athlète, aujourd'hui, je vais te faire vomir 3 fois, ça va être la mort du fun, mais par contre, il faudra revenir demain, quoi. Si le mec n'est pas accroché à un projet très très solidement et qu'il le vit, on perd la personne très rapidement. Donc moi, je leur disais, quelle que soit la difficulté, le niveau de la séance, il faut qu'il y ait une partie où il va y avoir du fun. Peut-être que dans la séance que tu vas proposer, le contenu, il n'y aura rien de fun, mais toi, dans ton attitude, tu vas essayer de plaisanter un petit peu avec lui sur les temps de repos, tu vas essayer de créer un entrain qui lui donne envie de revenir et qui lui permet d'avoir cette notion de plaisir-là, quoi. Et c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et qu'on n'apprend pas dans le milieu universitaire. Moi, je viens du milieu universitaire. Ouais, complètement. Ouais. Où on te dit, voilà, la séance, c'est ça, mathématiquement, c'est ça, et tu dois faire ça. Et je trouve ça dommage parce que finalement, on oublie tout ce côté pédagogique, ludique et motivationnel, quoi. Il y a un truc qu'il ne faut pas perdre de vue. Moi, je l'ai vécu quand j'étais sportif. Quand tu t'entraînes tous les jours, voire 2 fois par jour, je vais prendre un exemple concret. Tu dois t'échauffer. Et si tu as une routine d'échauffement et que tu fais la même tout le temps,
Alors le bénéfice de la routine, oui, il y en a parfois, mais au bout d'un moment, pardonnez-moi l'expression, mais ça peut devenir très chiant, quoi. Ah ouais. Et donc, moi, je mettais un point d'honneur à avoir plusieurs types d'échauffement. Et à ce que l'échauffement, je le pilotais. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'ils faisaient tout seul, évidemment, parce que je ne vais pas tout faire non plus, je ne vais pas les accompagner dans tout, mais tu peux avoir un temps où les athlètes vont faire ce que tu leur as demandé de faire, une activation, machin, etc. Mais après, je voulais que les gammes de courses soient variées tout le temps. C'était pas toujours dans le même ordre. Alors, il y avait une logique par rapport à l'activité, par rapport à ce que je voulais mettre en place, mais je voulais toujours qu'il y ait quelque chose de différent. Et quand on travaille, moi, c'est souvent ça, je sais que j'ai plusieurs façons d'arriver à la même chose. Je veux échauffer le corps en général, je veux mettre en place des facteurs de coordination, des choses comme ça, mais je sais que je peux jouer avec la corde à sauter, je peux jouer avec des rampés, je peux jouer avec des balles, avec du jonglage, je peux faire plein de choses. Et tout ça, c'est important parce que moi, il y a des sportifs qui m'ont dit, en rigolant, ils m'ont dit, oh là là, avec Olivier, ce qu'on appréhende le plus, c'est le jour où il pleut, où on va dans les tribunes, parce qu'en fait, il peut pas faire ce qui est prévu, et là, il devient hyper inventif. Et là, c'est la porte ouverte, on fait les choses, tu vois. Et moi, je prenais ça comme un compliment, hein, je trouvais ça vachement bien. Et en fait, j'ai découvert plein de choses, des fois, dans des situations un peu dans le dur, comme ça, où tu te dis, merde, j'ai rien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai un espace très restreint, il faut que je les échauffe, qu'est-ce que je vais faire? Et là, tu te creuses la cervelle, tu te dis, attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tiens, quand ils font tel sport, ils le font comme ça. Et en fait, des fois, tu inventes à chaud comme ça des trucs, et puis en y revenant, après, tu te dis, mais en fait, c'était vachement bien. Et du coup, ça enrichit ta boîte à outils, et voilà, quoi. Et ça, je trouve que... euh, alors, je vais être un peu dur, mais dans certains sports, encore une fois, je connais pas tous les sports, je peux pas parler pour tout, donc moi, je reste sur ce que j'ai vécu, mais j'ai vu des choses dans des sports où je pense qu'on est trop centré sur l'activité, on veut faire du spécifique absolument tout le temps. Alors, oui, encore une fois, moi, dans les formations, ce que j'explique souvent, c'est il n'y a rien de plus spécifique que l'activité elle-même. D'accord? Bien sûr. Donc, je veux dire, à un moment donné, si tu veux nager, ben, faut nager, quoi. Si tu veux apprendre à nager, il faut nager. Alors, il y a des exercices techniques. Les entraîneurs connaissent ça par cœur. Ils savent par quelle voie ils peuvent passer pour améliorer ta technique de nage et tout. Mais il n'y aura jamais rien de plus spécifique que de nager. Et donc, ce que tu vas faire en prépa physique, tu peux t'en approcher parfois. Tu peux parfois avoir des situations que tu auras du mal à mettre en place dans l'eau, donc tu vas les exploiter à sec. Alors, je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple de la natation d'ailleurs, mais qui n'est pas un sport dans lequel j'ai vraiment travaillé. Mais tu vas avoir des choses que tu vas utiliser en prépa physique pour t'en approcher. Et donc, aller chercher la spécificité, c'est hyper important. D'accord? Mais que de la spécificité, c'est hyper dangereux. C'est là que tu crées la pathologie, c'est là que tu enfermes les gens dans des choses où en fait tu verrouilles leur système neuromoteur, etc. Et donc, moi je pense qu'il faut au contraire ouvrir, et il faut surtout pas oublier d'aller vers le côté humain. Moi, ce que je dis souvent, c'est ici j'ai l'humain, j'ai un humain de base, toi, moi, n'importe quelle personne qu'on croise dans la rue, avec un corps humain, avec des articulations, avec un système neuromusculaire, cardiovasculaire, enfin tout ce qu'on veut, d'accord? C'est un humain. Et là, il y a le sport de haut niveau. Et donc, ce qu'on veut, c'est amener le gars le plus près possible de son haut niveau. Donc, le plus spécifique possible. Mais en fait, on doit faire des allers-retours en permanence. C'est-à-dire que je vais aller vers la spécificité, et je vais revenir vers le corps humain. Et je vais retourner vers la spécificité, et je vais retourner vers le corps humain. Et il y a un truc qui m'indispose au plus haut point, c'est quand j'entends des fois des gens dire « Ah oui, mais tu comprends, il fait pas ça parce que il est pas bon là-dedans, parce que son activité, c'est pas ça, il est sur tel angle, sur les jambes, donc du coup, bah, on s'accroupit jamais à fond. » Ah oui, d'accord, donc je suis pas en train de dire qu'il faut faire des squats complets pour tout le monde, hein, c'est pas ça. Hein. Je dis juste qu'à un moment donné, on a des chevilles, des genoux, des hanches, un dos, et que le corps humain doit être capable de s'accroupir. Voilà. Et que si tous les gens étaient capables de s'accroupir dans leur vie le plus longtemps possible, on aurait certainement beaucoup moins de pathologies. C'est clair. Il suffit de voir quand tu vas dans les pays asiatiques, de voir les gens qui sont accroupis toute la journée en train de planter du riz, ils n'ont pas les pathologies qu'on a. Ils n'ont pas les mêmes pathologies de genoux, ils n'ont pas les pathologies de dos qu'on a. Et c'est pas seulement la situation accroupie qui explique ça, mais en partie quand même. Et nous, je pense que dans le sport de haut niveau, on veut tellement faire du haut niveau, on veut tellement se gargariser à dire ah, je fais du spécifique, etc. On oublie juste la base, le corps humain. Entretenez le corps humain. Entretenez le corps humain. Je suis complètement d'accord. Pendant des années, on a complètement occulté cette capacité à se mouvoir dans toutes les directions, dans tous les angles. Et on s'est dit, bah voilà, effectivement, le coup des angles, c'est des choses que, pareil, j'ai déjà bien entendu. Par exemple, j'entraîne un kickboxer de haut niveau.
Et parfois, je vais faire du squat complet. Ouais. Et j'ai plein de mecs qui m'ont dit, mais pourquoi tu veux faire du squat complet? Et je dis, mais. Et en plus, c'est un gros bébé. Hein. Je vais faire du squat complet avec très peu de charge. Pourquoi? Parce que Ouais. mécaniquement, si je mets de la charge, je le pète. Donc, on va bosser sur du squat complet. Tout le monde me dit, mais pourquoi? Pourquoi pas? J'ai dit, pourquoi pas? Mhm. Justement. J'ai dit, là, je ne cherche pas une performance musculaire ou physio. On est très loin de sa compète. Je veux juste qu'il fasse un peu de mobilité, quoi. Enfin, Mhm. pour moi, c'est vraiment un exo de mobilité. Et s'il est plus à l'aise sur des degrés supérieurs, bah, peut-être que demain, j'en sais rien, il y a une situation où il va devoir se baisser énormément Bien sûr. et aller mettre un uppercut, bah, il sera au moins à l'aise. Je dis pas qu'il va développer de la Oui, il est en puissance terrain connu. spécifique, Ouais. mais au moins il sait que si s'accroupit, ça tient, quoi. Alors que si tu fais que du quart de squat comme la plupart des boxeurs, alors certes, ça se rapproche des angles de frappe, etc. Mais si demain il doit se baisser, il va se dire, ouh, purée mince, mon dos, ça va me Ouais. gêner, il va compenser, et c'est là qu'il va se Non, prendre le mais KO. moi, je suis assez persuadé. Alors, c'est quelque chose que j'ai écrit récemment dans un livre que j'ai sorti avec mon fils au mois d'octobre dernier. On a écrit un livre sur le mouvement, le secret de votre santé. Et on est assez persuadé. Lui, il est kiné, ostéo, préparateur physique. Enfin, il est un peu bardé de diplômes là-dessus, mais on a des discussions très, très intéressantes tout le temps là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais mouvement. On dit toujours, ah, j'ai fait un faux mouvement. Non, non, il n'y a pas de faux mouvement. C'est toi qui t'es pas prêt. Non, mais le corps humain, il nous permet d'aller dans certaines dimensions. C'est-à-dire, quand tu peux pas aller plus loin, c'est parce qu'à un moment donné, tu atteins une butte articulaire, tu atteins une limite physiologique. Voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de faux mouvements. Il y a juste des mouvements pour lesquels on n'est pas préparé. Voilà. Et donc, des fois, il y a des gens qui disent, je me suis tourné, j'ai pris le pack d'eau, oh là là, j'ai senti une douleur, j'ai fait un faux mouvement. Non, non, tu as fait un mouvement juste. Le problème, c'est que tu n'es pas préparé à faire ça. C'est qu'à un moment donné, tu n'as pas la force, tu n'as pas la mobilité suffisante, tu ne le fais pas assez régulièrement. Si tu le faisais régulièrement, je regardais encore hier la finale des Jeux Olympiques par équipe du judo, etc. Mais quand on voit les judokas, mais va expliquer à un judoka que quand il fait un squat, il faut que son dos soit comme ça, qu'il regarde là, qu'il faut que les genoux soient comme ça. Mais quand tu es dans le combat, mais mon gars, tu prends, tu tires, tu soulèves, tu arraches, voilà, et tu crois que le gars, il prend le temps de placer ses yeux, sa tête, son dos, son ci, son là? Non. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi à l'entraînement, hein, c'est pas ça. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut explorer tous les possibles aussi. Et donc, ça rejoint ton discours, c'est de dire à un moment donné, le squat, est-ce qu'il est nécessaire dans cette activité-là, le squat complet? Oui, non, j'en sais rien, peu importe. Est-ce qu'on en fait spécifiquement? Peut-être que non. Est-ce qu'on en fait? Pourquoi pas? Avec quelle charge? Il faut être raisonnable. Est-ce que c'est un objectif prioritaire? Sans doute pas. Mais néanmoins, ça fait partie des choses. Voilà, on doit rester humain. Ouais. Voilà. Et moi, j'ai entendu dire une fois à propos d'un sauteur en longueur, mais il peut pas ramener correctement parce que en fait, dans son profil, il est tel profil et du coup, il n'est pas sur la flexion, machin et tout. Comment il est tel profil et pas sur la flexion? Parce qu'il y a des profils qui font qu'on fléchit les genoux et d'autres non. Moi, je suis désolé, un corps humain, c'est un corps humain. Un genou, il doit fléchir. Hein. Il fléchit, il tend, il tourne. Voilà. Si on n'est pas capable de le faire, on a des problèmes. Ouais, je suis d'accord. J'ai entraîné pendant plusieurs années sur le Pôle France de Marseille en judo, justement. Et j'adorais, alors sur tous les mouvements, mais par exemple, là, on parlait du squat, donc je vais rester sur cet exemple-là. Leur dire, aujourd'hui, tu fais ton squat avec un pied décalé. Oui, tout à fait. Avec un sur la pointe de pied, l'autre non. Et puis, à la fin, tu vas tourner un petit peu ou pas tourner. Bien sûr. Parce que, justement, j'essaie de me rapprocher de toute cette diversité que nous, on trouvait en combat. Bah, évidemment, ouais. Et pareil, hein, on me prenait pour un illuminé, donc je suis content que tu dises qu'il faut le faire. Oui, mais c'est pas grave de passer pour un illuminé. Souvent, c'est quand tu déranges ou quand les gens n'ont pas accès à ça ou qui ne savent pas faire ou que ça les dérange dans leur certitude. Et... Forcément. Et donc, j'ai une question que j'avais déjà posée, mais je serais content d'avoir ton avis. Quand tu mets un cycle de travail en place, moi, je sais que j'ai une façon de faire. On va parler de muscu pour simplifier, hein, mais on parle de prépa physique en général. Par exemple, si en muscu, je veux améliorer sa capacité à s'accroupir, je veux mettre du squat. Et par contre, à chaque séance, il y aura un type de squat différent. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut garder vraiment une diversité à chaque séance sur les exercices principaux? Ou est-ce qu'il faut dire non, on fait du back squat pendant 2 semaines et puis après on fera du front squat pendant 3 semaines? Ou est-ce que la séance 1, on fait du front, après du back, après on va faire avec un halter au milieu, avec un halter sur le côté? Est-ce qu'il faut de la diversité ou fixer pour ancrer? Alors, ça va peut-être pas t'arranger, mais je vais te faire une réponse de Normand. C'est ni oui ni non. En fait, je pense qu'il n'y a pas de règle. Okay. Moi, il y a des gens avec qui je travaille depuis des années qui me disent non, j'aime pas. Je suis pas à l'aise dans cette forme-là. Bon, ok, on fait pas. Ou on en fait qu'un tout petit peu. Ou voilà. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'il faut explorer plein de choses.
et en tout cas, d'un point de vue méthodologique, en fait, ce qui est étonnant quand tu regardes le sport de haut niveau, c'est que tous les chemins mènent à Rome, quoi. C'est que tu as des gens qui empruntent des routes complètement différentes, qui arrivent néanmoins à des résultats de haut niveau. Donc c'est toujours assez drôle, quand tu es dans des formations d'entraîneurs, d'avoir des gens des fois qui disent mais non, mais c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Bah oui, mais tu dis ça, mais en fait, lui, il est champion du monde, il fait pas du tout comme ça. Tu vois. Donc en fait, moi je pense que le plus difficile, c'est de bien connaître la personne que tu as en face de toi, c'est de bien comprendre comment il fonctionne, de trouver les solutions qui lui conviennent le mieux possible, de ne pas perdre de vue ce qu'on disait tout à l'heure, il doit y avoir du travail spécifique, il doit rester humain néanmoins, etc., etc. Et après, si tu veux, pour reprendre l'exemple du squat, varier les formes de squat, oui, certes, sans doute, pour les raisons que tu as évoquées, parce que la pratique sportive fait qu'on n'est pas toujours là-dedans. D'ailleurs, si je peux me permettre une parenthèse, c'est un truc qui m'exaspère au plus haut point. C'est-à-dire qu'en fait, si tu entraînes des tennisman, ils font du squat. Si tu entraînes des footballeurs, ils font du squat. Si tu entraînes des sprinteurs, ils font du squat. Si tu entraînes Enfin, tout le monde fait du squat, finalement. Donc, squat, développé couché, soulevé de terre, en fait, tout le monde fait la même chose. Donc, c'est à se demander si tout le monde fait le même sport. Ouais, tout le monde fait de la force athlétique. Alors, voilà, exactement. Alors, moi, je veux bien, et je suis le premier à le faire. C'est-à-dire que j'utilise aussi, comme tout le monde, le squat. Je pense qu'il faut juste avoir les idées claires sur ce qu'on fait. C'est un exercice de force générale qui permet d'aborder certains aspects de la force sur les membres inférieurs, le dos, enfin, etc., etc. Tout ça, tu connais, tout le monde connaît, je vais pas... D'accord. Donc, c'est un exercice, mais par contre, ça ne peut pas être l'exercice, le seul. Ah oui. Et moi, c'est ce que j'ai rencontré à beaucoup d'endroits. Je ne vais pas expliquer où, parce que je ne voudrais pas que les gens se reconnaissent et qu'ils le prennent mal, mais à un moment donné, quand il y a des activités où tu dois agir et où la force maximale est développée essentiellement sur une jambe, avec une organisation posturale très particulière, et que tu passes ton temps à répéter à l'entraînement des exercices de force max sur des exercices qui n'ont rien à voir avec l'activité, il ne faut pas s'étonner si à un moment donné, tu atteins une limite de performance. Ouais. D'accord ? Et ça, encore une fois, c'est pas, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Il y a des recherches qui existent, qui montrent, ça a été prouvé, tout ça, si tu prends un débutant, que tu lui fais travailler, j'ai envie de dire n'importe quoi, donc tu fais squat, développé couché, soulevé de terre, si tu veux, les big three, là, pas de problème. Ouais. Un débutant, il va progresser quoi qu'il arrive. Forcément. Parce que de toute manière, il y a un effet de diffusion, hein, on sait très bien comment ça marche, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout est en connexion avec tout, donc il y a un effet d'irradiation au niveau facial, au niveau, etc. Donc le niveau de tension musculaire augmente de manière globale, et quel que soit l'exercice, de toute manière, ça bénéficie à l'augmentation de la force, et le débutant va progresser. Au bout d'un moment, tu atteins une limite, parce que ça y est, ton corps il est adapté à ça, il va falloir varier les exercices. Si spécifiquement dans ton activité, c'est une poussée sur une jambe, il y a des recherches qui montrent qu'au début, travailler à deux jambes, bon, bah oui, ça améliore effectivement la poussée sur une, parce que elle travaille, hein, les deux travaillent. Mais à un moment donné, par contre, la poussée sur une jambe, c'est très spécifique. C'est très particulier. Il y a une organisation posturale très particulière. Il y a une implication de certains muscles qui vont gérer la stabilité, etc., qui n'est pas du tout la même. Et donc, on doit aller chercher ces situations spécifiques. Et il y a des sports où on voit des gens s'enfermer. Moi, je le déplore et je l'ai dénoncé à plusieurs endroits. Malheureusement, tu ne te fais pas que des amis. Parce que c'est un système qu'on connaît bien. Hein. Si tu essayes d'amener, je vais dire ça avec beaucoup de modestie, hein, mais si tu essayes d'amener une forme de compétence, une forme d'expertise, parfois tu révèles l'incompétence des gens qui sont en face de toi. Et il y a des gens qui sont très ouverts et qui disent « Bon sang, mais bien sûr, je n'y avais pas pensé. Putain, merci de m'avoir dit ça. » Et là, ça se passe très très bien. Et là, tu t'éclates parce que tu travailles avec des gens. Et moi-même, je suis ravi de croiser des fois des collègues qui me disent un truc. Je me dis « Mais c'est pas possible, j'avais pas vu ça. » Donc c'est génial, mais tu as des gens qui le prennent mal parce qu'il y a beaucoup d'ego et il y a beaucoup de gens qui te disent à un moment donné... c'est toujours le même problème. Pour qui il se prend nous, ça fait des années qu'on fait comme ça. Moi, j'ai entendu ça. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je fais comme ça. C'est pas maintenant qu'on va me changer mes méthodes d'entraînement. Eh bien, si, Pépère, parce que si ça fait 30 ans que tu fais ça, bah, tu as déjà 30 ans de retard. Ouais. Ça fait 30 ans que tu n'as pas évolué. Ça fait 30 ans que tu n'as pas évolué. Voilà. Ouais. Je te raconterai une anecdote en off. Parce que je ne peux pas la raconter à l'antenne. Ouais, super intéressant sur tout ce qui est organisation posturale. Tu as une méthode assez particulière, tu as écrit un livre dessus, Posture et musculation, de mémoire, ouais. où tu fais travailler beaucoup avec des WAF, etc. Alors, pas seulement. Hein, ça a été une interprétation qui a été faite parce que j'ai montré qu'on pouvait, à un moment donné, dans la méthode, qu'on pouvait aller jusqu'à mettre de l'instabilité. Mais je pense que là-dessus, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Alors,
par des gens qui n'ont pas compris, parce que peut-être je l'ai mal expliqué, j'ai peut-être pas assez insisté, j'en sais rien. Mais en fait, l'originalité de ce que je propose, c'est de dire à un moment donné, il y a des curseurs qu'on manipule en musculation. Donc on peut manipuler le curseur d'intensité. D'accord ? Je soulève 50 kg, je vais mettre 70. D'accord ? Il y a le curseur du volume, je fais 5 répètes, le but c'est d'en faire 10. D'accord ? Il y a le curseur de la spécificité, bien sûr, hein, l'exercice qu'on choisit, etc. Bon. Et puis il y a un curseur qui, à mon avis, a été laissé un peu pour compte, c'est justement le curseur de l'organisation posturale. Et donc ça rejoint un peu le problème de la spécificité. Ouais. C'est de dire qu'à un moment donné, quand tu dois développer un geste, c'est quelque chose de très complexe qui se met en place, qu'on soupçonne souvent pas. D'ailleurs, on n'imagine pas à quel point c'est complexe, à quel point le cerveau fait un travail mais absolument génial et que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire encore pour l'instant. Dieu merci. Et en fait, tout ce travail d'organisation posturale pour apporter, à un moment donné, pour mettre le corps dans la situation optimum pour pouvoir utiliser ce que tu veux mettre en place en termes de force, de vitesse, d'amplitude, etc. D'accord ? Tout ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est un curseur qui n'a pas été assez manipulé. Donc ça rejoint ce dont on vient de parler, c'est si tu mets des squats et que tu fais progresser quelqu'un en intensité, en volume, etc., ok, très bien. Mais à un moment donné, si tu ne joues pas sur le curseur organisation posturale, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que si je dis, fais-moi le même squat, mais mets-moi la pression sur l'avant des pieds, uniquement. Mets-moi la pression sur le bord externe des pieds quand tu fais ton squat. Mets-moi la pression sur le bord interne des pieds. Mets un pied devant, mets un pied derrière, décale. Fais-moi un transfert de poids de corps avec la charge, de droite à gauche, des choses comme ça. Tout ça, si tu veux, il y a des réponses au niveau de l'organisation posturale. Donc moi, ce que j'ai voulu montrer dans le bouquin, c'est simplement de dire, j'ai mis en place quelque chose qui était, c'est un peu ma façon de raisonner, si tu veux, je suis quelqu'un d'assez méthodique. Donc j'ai dit, voilà, ok, il y a d'abord un geste, je le fais, je dois avoir une organisation posturale qui est à peu près correcte. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Néanmoins, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, une fois que j'ai compris comment je pouvais le faire, après je vais explorer comment autour de cette organisation posturale, comment je peux contrôler justement mon organisation posturale, comment je peux bouger en contrôlant mon organisation posturale, comment je peux enlever de l'appui, comment je peux mettre des charges qui ne sont pas forcément les mêmes à droite et à gauche, parce que la réalité du sport, c'est ça. Ouais. Tu vois, moi, je travaille dans le volley professionnel, par exemple, si tu fais que des squats, etc., très bien, mais quand tu regardes les mecs, quand ils décollent pas en position de squat, et quand ils réceptionnent, la plupart du temps, ils ne réceptionnent pas sur 2 pieds. Ouais. Ils ne réceptionnent que sur un pied. Donc, leur apprendre à freiner les charges lourdes sur 2 pieds, alors que la réalité du terrain, c'est qu'ils sont sur un sol, voilà, forcément, à un moment donné, ça va poser problème. Donc, c'est ça que j'ai voulu expliquer dans le bouquin, de dire, voilà, on essaie d'explorer tout ça, et in fine, au bout du compte, on peut pousser le système encore plus loin. De la même manière qu'on disait tout à l'heure, on peut priver, par exemple, de l'information visuelle, mais on peut aller encore plus loin, on peut dire au système, tu dois répondre à quelque chose dans lequel il y a la vitesse d'exécution, de la force, etc., et tu dois réguler une position d'équilibre. Ben, je peux te mettre en difficulté en disant, tiens, je vais aller stimuler ça encore plus. Et je vais obliger la personne, et je pense que c'est ça qui a été mal compris, je vais obliger la personne à progresser sur la vitesse de l'ajustement postural. À quelle vitesse mon corps est capable de produire une réponse, parce que le sport de haut niveau, ça va très très vite. Ouais. D'accord ? Donc, quand on met quelqu'un et qu'on dit il va faire cet exercice-là debout sur une surface instable, une galette de proprioception, un Swiss ball, etc., il y a beaucoup de gens qui sortent tout de suite les crocs et qui attaquent en disant « Ouais, mais travailler en instabilité, ça n'a jamais développé la force. » Mais tant mieux. C'est pas le but. Mais tant mieux, parce que c'est pas le but. En fait, c'est ça le problème, c'est que moi, ce que je pense avec ça, c'est de dire, juste à un moment donné, vous améliorez la vitesse d'ajustement postural. Mais ça fait pas tout, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que ça. D'accord ? C'est un petit bout d'entraînement, c'est quelque chose qu'on poursuit quand on en a besoin à un moment donné. On y arrive, parce qu'on voit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, hein, des mecs qui se mettent debout avec un truc sur la tête, un truc sur les épaules, un truc accroché et tout, sur un Swiss ball et tout. Donc voilà, on voit le bon côté, on voit pas les gamelles, des fois on voit les gamelles. Bref, donc c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, c'est juste de dire, moi par exemple, voilà, je vais prendre un exemple concret, je travaille dans la voile. La voile, c'est un support instable. Ils sont sur l'eau, le bateau, il bouge en permanence. D'accord ? Alors certes, la coque du bateau est rigide, d'accord, ok, mais quand ils sont dans le bateau, la vitesse à laquelle ils sont capables de faire les ajustements posturaux, la vitesse à laquelle ça se met en place pour qu'ils puissent être précis sur la commande qu'ils vont donner à la barre, sur la régulation qu'ils vont faire avec la voile, etc. Tout ça, si tu veux, c'est des choses très très fines et qui se passent à grande vitesse. Donc aller travailler tout le temps dans des situations parfaitement stables, etc., moi je pense qu'il manque quelque chose. Voilà, donc c'était juste ça, c'était juste dire, il y a un autre curseur, on peut explorer ce curseur-là aussi. Ah ouais.
C'est quelque chose qui est vraiment oublié. Toi qui as travaillé dans beaucoup de sports, comment est-ce que déjà tu fais pour t'adapter aux différentes disciplines? Et est-ce qu'il y a des axes de travail qui sont communs à tous, que tu as peut-être repéré, comme l'ajustement postural peut être un des critères? Comment est-ce que tu as fait pour t'adapter? Comment tu fais encore pour t'adapter à chaque fois que tu découvres une nouvelle discipline? Alors, je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, au début, comme beaucoup de gens, j'étais persuadé que tu pouvais pas entraîner, tu pouvais pas faire la prépa Ouais. physique si tu n'avais pas fait le sport considéré. Bon, puis il se trouve que finalement, presque les meilleurs résultats que j'ai en ce moment, c'est dans la voile et c'est un sport que je connais pas du tout, sur lequel je n'étais pas du tout impliqué au début, etc. Et je pense qu'en fait, ce qui est hyper important, et ce, à mon avis, sur quoi on n'insiste pas assez dans les formations, c'est la capacité à faire de l'analyse de la tâche. Ça, c'est hyper important. D'accord? C'est-à-dire qu'encore une fois, J'ai sorti un article sur le club sur ouais, ça il n'y a pas longtemps. ouais, ça, c'est hyper important. On a parlé tout à l'heure d'un côté, j'ai l'individu, puis d'un côté, j'ai l'activité spécifique. Et en fait, ce qu'on veut, c'est créer le lien entre ça. D'accord? Donc, il faut être très pertinent sur l'analyse de l'individu. Mm. Il faut être très pointu là-dessus. On ne fait pas la même chose avec tout le monde. Euh, euh, Tous les corps ne sont pas les mêmes. Il y a des limites qui existent chez certains qui n'existent pas chez d'autres. Il y a des gens qui ont des capacités hors normes de manière naturelle. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc il faut déjà le connaître, il faut déjà le savoir. Et de l'autre côté, on doit faire une analyse de la tâche hyper pertinente. Et c'est peut-être plus facile, ça va peut-être plus vite, et encore, je me pose des questions, quand on l'a pratiqué. Mais des fois, quand on l'a pratiqué, en fait, on a été tellement bon qu'on a oublié par quel chemin on était passé. Et en fait, des fois, on a traversé ce chemin tellement vite que c'est un peu comme quand on passe en voiture, on passe à toute vitesse, puis les gens te disent, t'as vu le moulin là? Ah bah non, je suis passé tellement vite, j'ai pas vu le moulin. Bah là, c'est pareil. Et donc, en fait, des fois, on se dit, ouais, non, mais moi, lui, c'est un expert, il a été à tel niveau, etc. Bah oui, il a été à tel niveau, mais il n'a pas bien identifié le chemin. Tu vois? Et donc, parfois, même quand tu n'as pas fait le sport, si tu es capable de te poser, de regarder ce qui se passe, d'essayer de comprendre en 3 dimensions, voire même en ce que j'appelle en 4 dimensions des fois, parce que je parle de ça dans mes bouquins, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, et puis la dissociation, épaule, bassin, etc. Quand tu es capable de comprendre ce qui se passe, quand tu discutes avec les gens, qui t'expliquent, je le sens là, je le sens là, tu te dis, tiens, c'est cohérent avec ce que je vois, c'est cohérent avec ce que j'analyse. Je me dis, tiens, là, on parle du psoas tout le temps, mais on ne parle pas du droit fémoral. Mais le droit fémoral, il est hyper important dans les fléchisseurs de hanche. Donc, mais c'est peut-être plus le droit fémoral, d'ailleurs, qu'il faut travailler dans certaines situations. Tu vois? Et donc, quand tu fais cette analyse de la tâche pertinente, eh bien ça t'ouvre des possibilités d'entraînement, etc. Et ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, pas assez enseigné, qui est pas bien fait. Encore une fois, j'ai cette expérience d'avoir travaillé 23 ans en STAPS et j'ai vu les étudiants me dire, quand je m'accroupis, mes ischios, ils travaillent parce que je fléchis le genou. Oui, il y a la gravité qui travaille aussi. Et si on coupe les tendons des ischios, tu vas voir, tu vas t'accroupir. Tu vas t'accroupir. Bref, donc tout ça, c'est à mon sens hyper important. Et donc, comment on fait? On fait ça, on fait de l'analyse de la tâche, on essaie de comprendre, on discute. Moi, j'apprends énormément avec les sportifs. Parce que je vois les choses d'une certaine manière, je leur demande, et puis ils me disent, ouais, mais tu vois, en fait, il se passe plutôt ça, et voilà. Et là, on devient pertinent. Alors que des fois, j'ai vu certains cas d'entraîneurs, des fois, qui sont enfermés dans des certitudes. Parce qu'ils l'ont vécu comme ça, parce que ça peut pas être autrement, quoi. Tu vois? Ouais. Et justement, ça mène à des comportements, dans certains sports, je trouve, des comportements un peu consanguins, où on reste entre nous. Alors, c'est toujours, les situations sont toujours extrêmement complexes. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'on nous dit, et c'est l'exemple qui se passe dans certains sports, on réutilise bien sûr les anciens champions. Et ça, c'est très très bien, parce qu'ils ont une expérience, ils ont vécu certaines choses, et ils sont capables d'en parler mieux que personne. Donc ils sont peut-être capables de faire passer des messages mieux que personne. Donc il faut utiliser cette expertise du sportif de haut niveau. D'accord? Mais néanmoins, il n'est pas forcément pertinent sur tout. Et parfois, tu as des gens qui sont de brillants entraîneurs qui n'ont pas été des sportifs de haut niveau. C'est juste des gens qui sont beaucoup posés de questions, qui ont beaucoup réfléchi, qui ont beaucoup analysé l'activité, qui ont essayé de comprendre, qui ont rencontré beaucoup de difficultés et qui n'ont peut-être pas atteint le haut niveau. Mais justement, à force de buter et de prendre des directions, d'aller dans les chemins et puis se dire merde, c'est pas la bonne direction, merde, c'est pas là, etc., ils ont eu le temps de voir plein de choses. Ils ont eu le temps d'explorer plein de choses. Et du coup, ça enrichit leur bagage, ça enrichit leur boîte à outils. Et ces gens-là, quand tu les mets à la formation, quand tu les mets après dans le sport de haut niveau, des fois, tu t'aperçois qu'ils sont extrêmement riches. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un modèle, dire ça ne peut passer que par l'ancien champion va devenir l'entraîneur. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas.
Ouais. Tout dépend de sa capacité à se poser des questions, en fait, c'est ça. Exactement. Ouais. Et se poser des questions, c'est aussi parfois aller chercher des réponses. Ou est-ce que toi, tu vas chercher des réponses quand tu as ces questions-là? Tu parlais de discussion avec des athlètes. Est-ce que tu vas aussi échanger avec d'autres entraîneurs, regarder des livres, des articles, etc. Ouais, alors moi je suis très curieux, c'est un peu pathologique chez moi, c'est pas toujours facile à vivre pour les gens qui sont avec moi, c'est que je lis énormément, je m'intéresse à beaucoup de choses. Mm. Euh, j'ai la chance, je sais pas si c'est une chance d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que j'ai investi, que j'ai travaillé beaucoup, mais je parle anglais plutôt très Mm. très bien, et donc je lis la littérature anglo-saxonne quasi comme le français. Donc, si tu veux, ça me donne accès à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je suis très, très curieux. J'ai des alertes sur mon téléphone. Je suis abonné à des sites où je reçois des choses sur des thèmes qui m'intéressent. Donc, voilà, ça me permet de rester un petit peu en éveil, on va dire. Mm. Euh, je discute bien sûr avec des gens autour de moi, évidemment. Alors, j'ai des personnes de confiance, hein, des gens que tu connais, que tu as interviewé d'ailleurs, certains avec qui j'ai énormément de discussions. Et parfois, on n'est pas d'accord. Hein, des fois, ça frotte sur certains trucs. On n'est pas toujours 100% raccord. Mais c'est extrêmement enrichissant d'avoir ces discussions. Voilà, je discute avec les sportifs, bien sûr. J'ai envie de comprendre ce qui se passe, d'avoir leur retour, etc. Donc, tout ça, voilà. Et puis, surtout, moi, j'ai une grande curiosité. C'est-à-dire que j'ai. Je sais pas, c'est de nature chez moi. Hein. Quand j'ai fait de l'athlé, je pouvais pas faire que du saut en hauteur, il fallait que je fasse du décathlon. Et là, c'est pareil, si tu veux, je me nourris. J'étais entraîneur d'athlé, mais j'investissais des champs que j'avais découverts avec la voile parce que je me disais, mais on fait pas ça en athlé, mais en fait, c'est extrêmement intéressant. Boum, hop, je l'ai intégré. Euh, je lis des bouquins sur des thèmes complètement différents. J'ai beaucoup lu sur le développement de l'enfant, par exemple. Mm. Ça m'a apporté mais, énormément de choses. Et aujourd'hui, je m'aperçois que je lis des bouquins où on te parle de recalibrer, tu vois. Et puis recalibrer, c'est juste retourner au point de départ. Donc Ouais. j'ai lu des bouquins écrits par des thérapeutes, des choses qui n'ont rien à voir avec mon métier au départ. Mais j'ai lu Béatrice Padovan, j'ai lu Bonnie Benbridge Cohen, j'ai lu tu vois, des tas de gens comme ça. Et ça m'apporte énormément, ça enrichit énormément mon registre. Et puis des fois, il y a des gens qui me disent, mais tu vas en faire quoi de ça? Tu as été chercher un truc dans un domaine là. Moi, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à prendre. Il y a toujours quelque chose à prendre. Et, euh, et voilà, et moi, ça m'inspire toujours en tout cas. Et je sais pas, c'est peut-être un- une capacité que j'ai, peut-être plus que les autres, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai une espèce de chose des fois qui est un peu nébuleuse, où j'ai l'impression que j'ai des éléments qui viennent un peu de partout. Et puis il y a des moments où je vais trouver un truc, je vais dire tiens, ça va, tac, ça va s'assembler là. Et clac, et le puzzle commence à se mettre en place. Clac, 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 clac. Et là, je me rends compte, je me dis waouh. Et Mm. c'est là que tu deviens très très modeste parce que tu te dis mais merde, je pensais avoir poncé le sujet, je pensais être arrivé pas au bout parce qu'on n'est jamais au bout, hein, mais je pensais quand même avoir une forme de relative expertise dans Ouais. ce domaine-là. Et plus j'avance, plus c'est complexe, plus c'est compliqué. Et plus je me dis mais merde, il faut aller encore plus loin. Donc j'ai été assisté à des opérations. Tu vois, j'ai des discussions des fois avec des gens que je connais qui sont chirurgiens, qui sont médecins, qui sont psychothérapeutes. J'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai été voir plein de choses parce que c'est fou, quoi. Le corps humain, c'est tellement Ouais. complexe, quoi. J'aime bien ta pensée en arborescence, parce que j'ai un peu le même fonctionnement. Ouais. Et c'est vrai que des fois, tu vas aller chercher des informations qui, sur le moment, te paraissent pas pertinentes à mettre en lien, mais un jour, tu vas rencontrer une situation et Ouais. tu vas dire, mais mince, c'était ça, en fait, la solution, ou c'est Exactement. ça, la Ouais. solution. Exactement. Voilà, ce que je voulais dire, c'était, tu devrais lire La pensée complexe, Ouais. Introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin, je sais pas si tu l'as lu, mais c'est clairement ça. Et c'est ce qui nous permet de nous différencier de l'IA, par exemple. Exactement. C'est Ouais. cette capacité à aller chercher des informations qui, dans un premier temps, ne sont pas pertinentes l'une avec l'autre, mais dans un contexte particulier, là, ça le devient. Donc, tant mieux pour nous. On a encore de longues années devant nous. Ouais, mais, tant mieux pour nous, ouais, mais bon, malheureusement, ce qu'on voit fleurir aujourd'hui, c'est beaucoup de marketing, c'est beaucoup, Mm. si tu veux, je vois fleurir des choses qui sont, à mon sens, parfois pertinentes, des technologies qui se mettent en place grâce à l'intelligence artificielle, avec des algorithmes, etc., qui permettent d'avoir des systèmes d'analyse, des choses Mm. comme ça. Mais du coup, on enferme les gens dans un algorithme, quoi. Et, euh, et on nous dit, regardez, maintenant on sait analyser, c'est à la portée de tout le monde, on sait analyser la course. Ok, Ouais. et puis on a décidé que la tête, elle était trop penchée vers l'avant. Pourquoi? Mais pourquoi elle est trop penchée vers l'avant?
quand je regarde courir les Kenyans, je me dis, il n'y a pas un qui court pareil. Je veux dire, le gars qui va leur apprendre la technique, comment il faut positionner la tête, il n'est pas né. Et puis, normalement, ils sont champions olympiques, quoi. Et puis, ils battent les records du monde, tu vois. Donc, à un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'il faut que la tête, elle soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça Et pourquoi il la met comme ça, d'abord? Il y a une raison. D'accord? Est-ce que c'est une compensation? Est-ce que c'est quelque chose de naturel pour lui? Est-ce qu'il se sent mieux comme ça? Est-ce que ça lui permet de relâcher certaines parties? Donc, qui on est à un moment donné pour décider que ça va être comme ça et pas autrement? Et que du coup, pour résoudre ce problème-là, il faut faire ça. Et on donne telle et telle situation. Ça, c'est bien parce que ça permet de vendre des outils, ça permet de... Mais si tu veux... et chapeau bas, parce qu'ils font des choses qui sont remarquables, hein, des fois, avec les applications et tout. Donc, le chemin parcouru est intéressant, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas perdre de vue. Et j'espère qu'on ne perdra jamais de vue l'expertise humaine. Ouais. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Le regard de l'entraîneur, le fait que quand le mec court, t'as beau avoir le GPS, t'as beau avoir la ceinture, machin, etc., t'as aussi la couleur de son visage, t'as aussi sa transpiration, t'as aussi ce que te disent ses yeux, t'as aussi des petits signes qui trahissent, tu vois, quelque chose. Et à un moment donné, le gars te dit « Non, je peux en faire une de plus. » Non, mais on va arrêter là. On va arrêter là. Ouais. Ah, mais si je me sens capable. Non. Alors, des fois, c'est non, des fois, c'est oui. Hein. Des fois, c'est oui. Hein, il n'y a pas de réponse toute faite dans ce que je dis. Hein. Mais voilà, mais à un moment donné, c'est l'expert qui doit prendre la décision. Et pour l'instant, je ne connais pas de machine capable de le faire. C'est ce qu'on oublie beaucoup, malheureusement, dans les formations d'entraîneurs, je trouve, actuellement. C'est qu'on se base sur des stats, sur des analyses, des datas. Mais on oublie effectivement de regarder la tête du mec qui court, quoi. Ouais, complètement. Est-ce qu'il a la bouche ouverte ou pas? Il est en train de mourir ou pas? Parce que peut-être qu'il a juste mal dormi, il a aucune énergie aujourd'hui. Exactement. Si tu regardes que ton ordi ou ta tablette, tu vas dire bah non, il est dans ses stats habituelles, tout va bien. Et en fait, si tu lèves la tête, le mec il a une posture qui est dégueulasse parce qu'il est en train de crever sur la piste, quoi. Comment ça se fait qu'on en soit arrivé là? Toi qui as été formé il y a plus de temps que moi, à l'époque, est-ce que c'est des choses sur lesquels on éveillait les futurs entraîneurs ou pas du tout déjà? À l'époque, on n'avait pas tous ces outils, donc forcément, tu étais obligé de faire avec ce que tu avais, quoi. Donc, j'ai envie de te dire, les vieux de la vieille, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient la tête du gars, ils prenaient le pouls, tu vois. Donc, c'était un peu de l'empirisme, mais c'était de l'empirisme génial. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a des méthodes d'entraînement qui ont été validées par la science, mais qui étaient mises en place par les entraîneurs depuis longtemps déjà. Et les gars savaient, tu avais des entraîneurs, ils disaient « Non, t'inquiète, tu vois, ça va se passer comme ça et tout. » Et ils avaient raison. Tu vois, donc on n'avait pas autre chose. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'expliquais moi aux étudiants. Je leur disais, il y a un truc que les jeunes générations ne mesurent pas, en fait, je pense, et c'est pas de leur faute du tout, hein, c'est l'accélération technologique qu'il y a eu, qui est phénoménale. Phénoménale. L'accès à l'information, etc. Tout ça, tout ce qu'on vit actuellement, hein, Internet, la technologie, les téléphones portables, tout ce qu'on a actuellement, les outils, tout ça, c'est incroyable. Moi, je prenais cet exemple-là quand j'étais à la fac. Je disais à mon époque, alors ça fait un peu vieux schnock, mais à mon époque, si tu voulais savoir comment développer la force, voilà, tu avais 2 ou 3 ouvrages de référence. Donc, tu allais à la bibliothèque, il fallait déjà qu'il soit disponible. Des fois, tu attendais 15 jours que le mec qui l'avait pris ait fini de le lire. Quand tu l'avais, fallait le lire et prendre des notes, parce que tu savais que tu devais le rendre. Donc, ça veut dire que tu devais intégrer les choses, quand même, tu devais les écrire. Ça te permettait de mémoriser, etc. Donc, tu avais... Alors, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'informations, mais en tout cas, voilà, il y avait quelques bouquins de référence. Quand tu avais la chance d'avoir une conférence qui se passait pas loin de chez toi avec une pointure, tu y allais tout de suite parce que tu te disais, ce mec-là, il va passer une fois, il ne reviendra peut-être jamais plus, donc il ne faut pas que je le rate. Voilà. Et c'était avec ça que tu te faisais ton opinion. Donc, tu avais peut-être quelque chose d'un peu étroit. On avait une méthodologie qui arrivait des pays de l'Est, on nous disait, voilà, c'est temps de répétition, machin, etc. Donc, nous, on a été formés un petit peu comme ça. Et puis maintenant, avec l'accélération technologique, avec tout ce qu'on a vécu là en 30 ans, quoi, c'est considérable. L'accès à l'information, les réseaux sociaux, etc. Donc aujourd'hui, si tu vas sur Google et tu tapes développement de la force, non mais oui, le problème c'est que tu peux plus t'en sortir, t'es noyé. Ouais. T'es noyé, il y a trop d'informations. Trop d'informations, tue l'information. Tu tapes développement de la force, on t'explique quel produit il faut prendre, on t'explique qu'il faut que tu mettes une combinaison qui t'envoie des décharges électriques, on t'explique que, tu vois, alors machin fait ci, l'autre fait ça, mais ils sont pas d'accord, lui il fait comme ci, il fait comme ça. Enfin ouais, c'est à la fois toute la richesse, et puis à la fois tu peux t'y noyer dedans. Donc aujourd'hui, moi je pense que là où nous on avait une problématique, c'était d'accéder à l'information. Maintenant on a une problématique, c'est comment je trie cette information et comment je développe une pensée critique. Et ça c'est quelque chose, je pense, qu'on n'a pas assez développé, avoir une pensée critique.
D'accord? Il y a beaucoup de gens, souvent, je vois beaucoup de gens qui disent ah, mais il y a telle étude, elle a montré que c'était pas pertinent de faire ça. Donc on le fait plus. Oui, mais attends, je t'explique. Regarde, telle autre étude, sur le même thème, elle montre l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le corps humain, c'est complexe. Et la propriété des systèmes complexes, c'est que c'est beaucoup plus que la somme de ses parties. D'accord? Et donc, il y a des tas d'interactions qui font qu'à un moment donné, quand tu veux faire du scientifique, et j'ai beaucoup de respect pour la recherche scientifique, hein, et je pense que d'ailleurs, beaucoup d'entraîneurs devraient avoir une formation là-dessus, ça serait très bien. Mais quand tu regardes la recherche scientifique, le but du jeu, c'est d'isoler un paramètre pour pouvoir le mesurer précisément. D'accord? Donc, on fait en sorte qu'il y ait le moins de biais possible pour pouvoir isoler un paramètre. Et donc, on va mesurer ce qui se passe dans des conditions test, des conditions de laboratoire ou parfois des conditions de terrain, peu importe, mais des conditions en fait de recherche scientifique. Et on isole un paramètre et on va dire, voilà, il se passe ça. Donc, on en tire la conclusion que peut-être, et encore maintenant, ils sont assez modestes des fois dans leurs conclusions, mais peut-être qu'il serait judicieux de ne pas faire ça ou de faire plutôt comme ça, etc. Mais quand tu regardes un autre, il a utilisé un autre protocole, il essaie de mesurer la même chose, et puis justement, à cause de cette complexité, tu arrives à un résultat qui est parfois différent. Et puis la réalité du terrain n'est pas toujours celle de la recherche scientifique. Et puis il faut être méfiant, il faut lire la recherche, mais il faut regarder des fois le protocole qui a été mis en place. Ça me rappelle une polémique que tu as vécue, que tu as connue sans doute quand même, hein, mais quand au début des années 2000, Gilles Cometti dit voilà les étirements passifs, tout le monde fait des étirements passifs, et attention, les étirements passifs, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, ça réduit l'influx nerveux. En fait, l'étude était au-delà de 40 minutes d'étirement, ou je sais plus ce qu'il y avait. Voilà, peu importe, mais en tout cas, l'interprétation qui en a été faite par beaucoup de gens qui n'ont pas lu forcément l'étude, qui n'ont pas lu forcément les protocoles qui étaient évoqués dans l'étude, etc., c'était de dire, mais les étirements, c'est pas bon, il faut plus en faire. Donc on est passé par une génération de gens qui ne faisaient plus d'étirements. D'accord? Ça, c'était début des années 2000. Et moi, en 2004, j'ai la chance d'être entraîneur pour les Jeux d'Athènes, et j'ai la chance d'avoir une accréditation qui me donne accès à beaucoup de choses. Et du coup, je suis sur les terrains d'échauffement, je filme beaucoup, je regarde plein de choses et tout. Et là, je me dis, mais merde! Alors, on est en train de nous dire qu'il ne faut plus faire d'étirements passifs. Et dans le monde de l'athlète, c'était fini. Hein. Il n'était plus question qu'il y ait un athlète qui se mette et puis qui étire ses ischios, comme ça. Et je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire d'ailleurs. Hein. Attention, hein, mais il y a peut-être d'autres choses plus intelligentes à faire. Peu importe. Mais moi, j'ai assisté aux Jeux d'Athènes à l'échauffement de Liu Xiang, le chinois, qui gagne le 110 mètres et qui égale le record du monde. J'ai la vidéo, j'ai filmé ça. Il y a des parties de son échauffement où il est sur de l'étirement à haute amplitude, en passif, avec l'entraîneur qui pousse sur la jambe, qui maintient et tout. D'accord? Et néanmoins, derrière, il égale le record du monde. Donc, quand on nous dit que de faire des étirements passifs, ça réduit l'explosivité et tout, oui, si tu ne fais que ça. D'accord? Mais je ne connais pas un sportif qui, pour s'échauffer, se pose, s'étire pendant 40 minutes, sans rien faire d'autre, puis après, il y va. C'est pas vrai. Il y a une partie d'activation générale, il peut y avoir une partie d'échauffement, puis derrière, il y a une partie plus spécifique. Donc là, il y avait des gammes de course, il y avait des franchissements de haies, il y avait des choses qui étaient faites de manière très explosive. Et quand il est arrivé sur la piste, ces étirements passifs, ça ne l'a pas empêché de courir très très vite. Hein. Ouais. Donc tu vois, on a tendance, faut faire très attention avec ça, quoi. Pour revenir justement au bien-être pendant la séance, peut-être qu'en fait, à ce Chinois, ça lui permettait d'être bien et d'être relâché. Tout à fait. Alors là, tu as raison d'insister là-dessus, parce que je pense que tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses. Et il y a des choses qui sont parfois qui peuvent paraître incohérentes ou pas judicieuses ou pas en accord avec la littérature, etc. Mais c'est en accord avec ce que l'athlète a besoin de faire. Ouais. Et moi, je me souviens très très bien, par exemple, d'avoir proposé des périodes d'affûtage avec t'entraînes un groupe. Donc, à un moment donné, tu as une conviction, tu te dis on va faire comme ci, on va faire comme ça. Et je me souviens très bien d'une athlète à un moment donné qui me dit mais moi, j'ai envie de faire de la muscule la veille. Mais très peu, mais avec des charges très lourdes, je veux battre mon record. Alors par exemple, toi, je veux battre mon record en développé couché. Putain, mais quel intérêt de battre ton record en développé couché pour aller faire ce truc-là? Mais peu importe en fait. Mais si mentalement elle était contente parce qu'elle sortait de là, elle avait fait une perf en développé couché et quelque part, ça l'avait rassurée sur le fait qu'elle était en forme. Et qu'elle était prête. Ça avait peut-être aucun intérêt par rapport à l'activité, mais dans sa tête, elle était bien avec ça. Bon, voilà, on respecte. Ouais, c'est la problématique aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en fait, on cherche à, quel que soit le niveau, je ne parle pas forcément de haut niveau, parce que les gens qui nous écoutent ne sont pas que des entraîneurs de haut niveau. Bien sûr, ouais. C'est de dire, on cherche à optimiser certaines fois des choses. Je reprends l'exemple des étirements. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'ai eues en suivant prépa physique qui me disent, mince,
Est-ce que je dois m'étirer? Si oui, quand et comment? Est-ce qu'il faut que je m'étire après 20 minutes de séance, après 30 minutes, avant? Et en fait, moi, personnellement, je m'en fous. Déjà, si tu t'étires, c'est une victoire. Si tu prends le temps de le faire, alors que tu le fasses juste après ta séance, le lendemain, ou bien évidemment, on peut optimiser selon le but, mais déjà, si tu le fais, c'est une victoire. Une fois que tu le feras, on discutera de comment optimiser. Mais il faut déjà Alors le faire, oui, quoi. oui, tu as raison. Et puis si tu veux, il y a quel type d'étirement pour quel objectif, dans quelles Complètement. conditions, à quel moment, etc. Donc c'est très varié. Enfin, il n'y a Ouais. pas une forme d'étirement, il n'y a pas une manière de s'étirer, etc. Et puis je rejoins ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant. C'est à un moment donné, le fait de s'étirer, au-delà de ce que ça apporte ou pas sur le plan physiologique, d'accord? C'est un moment où tu te recentres sur toi si tu le fais comme il faut. Et rien que cet aspect-là, il est intéressant. Donc des fois, il y a des gens qui te disent « Ah, il ne faut pas s'étirer après l'entraînement et tout ». Alors oui, il ne faut peut-être pas faire certaines bêtises. Oui, tu as fait de la vitesse à haute intensité, tu ne vas pas aller t'étirer les ischios dessus, tu ne vas pas tirer comme un sourd là-dessus et tout. Oui, mais néanmoins, est-ce que le gars, il ne peut pas se poser? Est-ce qu'il ne peut pas étirer d'autres parties du corps? Est-ce qu'il ne peut pas prendre le temps de sentir qu'il se relâche? D'abord, les étirements, on n'en parle pas toujours, mais il y a des intensités différentes. D'accord? Tu peux mettre en place une posture d'étirement où en fait, il n'y a pas d'intensité, ça va juste amener un petit relâchement, voilà. Et c'est juste ça dont on a besoin, et ça va pas faire de dégâts, d'accord? Mais en fait, si juste la personne elle a l'intelligence de se dire, je vais me poser, je vais prendre du temps, je vais respirer, je vais sentir ce qui se passe dans mon corps, déjà ça, tu as raison, c'est une victoire. Et après, on va pouvoir aller spécifier certains trucs. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien la notion d'intensité dans les étirements, parce que dans l'esprit commun, on va dire, quand je m'étire, il faut absolument que je gagne en souplesse. Donc il faut que j'aille sur des amplitudes qui font un petit peu mal, qui ne sont pas forcément très agréables. Alors que non. Juste pose-toi, fais des autograndissements, c'est une forme d'étirement finalement. Et ça peut te faire du bien sans mettre en tension. Il faut faire très attention à la sémantique aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'on entend parler d'amplitude, on entend parler de mobilité, on entend parler d'étirement, on entend parler de stretching, on entend parler de plein de choses. Bon, voilà. Et en fait, faut juste comprendre aussi sur quoi on agit. Est-ce que ce que je vise, c'est le muscle? Est-ce que ce que je vise, c'est le tissu conjonctif? Est-ce que, alors c'est du tissu conjonctif, mais est-ce que c'est la capsule articulaire qui est en jeu à ce moment-là? Etc., etc. Si tu veux. Voilà. Donc là, il y a tout. On pourrait écrire un bouquin. D'ailleurs, ça a été à un moment donné une chose qu'on avait envisagée, mais on est parti. On a eu tellement de choses à faire, mais on avait envie avec mon fils d'écrire là-dessus sur posture et mobilité, mais justement d'expliquer ça et de dire à un moment donné, voilà, étirer, ça veut tout dire et rien dire. En fait, c'est pas assez précis. Est-ce que tu travailles le tissu conjonctif? Est-ce que tu travailles le tissu musculaire? Est-ce qu'il y a un étirement nerveux? Est-ce que tu vois? Je suis en train de... Normalement, quand l'épisode va sortir, je l'aurai sorti sur le club. Pareil, j'ai préparé un énorme dossier sur les étirements, avec les différents mythes et réalités, les différentes méthodes, comment faire, et comment amener aussi des sportifs qui n'en font pas, ou des entraîneurs qui ne le pratiquent pas, à le pratiquer. Je suis en train de monter un énorme truc, alors ce ne sera pas un livre, hein, mais ce sera un... Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Il faut qu'il y ait des choses là-dessus, ouais. Mais tu vois, quand on a traversé toute cette période, et je pense qu'on y est peut-être encore un petit peu, alors néanmoins, ça a été bénéfique, hein, ce qu'a fait Cometti, parce que au moins, ça a jeté un pavé dans la mare, ça a obligé les gens à se questionner. Ouais. Ça a généré des débats contradictoires parfois, des gens étaient d'accord, pas d'accord, etc. Mais en tout cas, ça élève le niveau du débat et ça permet d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Donc ça, c'est déjà très très bien. Mais aujourd'hui, c'est encore un dossier, je pense. C'est encore un dossier. Et je pense que, ouais, il y a un truc c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, en l'occurrence avec mon fils. Hein, je vais parler beaucoup de lui aussi, mais parce qu'on travaille vraiment très proche et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Parce qu'avant, j'ai toujours eu beaucoup de discussions avec des kinés, avec des médecins. Ça m'intéressait beaucoup. Et là, j'en ai un à portée de main qui est à côté de moi, qui bouffe avec moi presque tous les jours et tout. Donc, ça me permet, si tu veux, là, d'alimenter. Et puis, les chiens font pas des chats, donc il est très curieux aussi. Il a fait beaucoup de formations partout, en Amérique du Nord, en Europe et tout. Donc, voilà. Et donc, on a souvent ces discussions-là. Et en fait, les gens à fuir ce travail d'étirement, mais il y a des kinés qui disent, mais c'est une catastrophe. On voit des sportifs, mais c'est catastrophique, quoi. Ils ont un niveau de raideur, peu importe qu'elle soit musculaire, qu'elle soit tissu conjonctif ou pas, mais ils ont un niveau de raideur mais qui est affolant. Et si tu veux, ça nous ramène à nouveau à l'origine des choses, c'est-à-dire partir à la base, ce qu'on disait tout à l'heure,
Analyse de la personne. On parlait d'analyse de la tâche. Analyse de la personne. À un moment donné, on a pas mal travaillé avec des golfeurs, par exemple. Moi, j'ai travaillé dans le monde du golf et tout. Et comme dans tous les sports, si tu veux, à un moment donné, l'entraîneur va te dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais à un moment donné, stop, attends, juste une question. Est-ce que son corps est capable de faire ça? Première question. Est-ce que son corps est capable de le faire? Tu vois, tu dis à un gars, ouais, mais il faut que tu tournes plus au backswing. Oui, je veux bien, mais j'y arrive pas. Alors oui, là, tu vois, tu vas plus loin, mais pourquoi tu as ton genou qui part et tout? Juste parce qu'il met en place des compensations, en fait. Donc, tu vois, on se noie dans les problèmes, des pseudo-problèmes techniques, uniquement parce qu'on n'a pas compris que la technique, la performance, c'est ce que mon corps m'autorise à faire. Et donc, le point de départ, et ça découle logiquement de ce dont tu parlais, ce dont on parlait sur les étirements, sur la mobilité, sur ci, sur là, c'est qu'à un moment donné, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que mon corps fonctionne, est capable d'aller dans les dimensions où j'ai besoin de l'amener pour cette activité-là? Pour mon activité d'être humain, déjà, est-ce que mon corps est capable d'avoir une activité normale d'être humain? C'est-à-dire, si je m'assois au sol, est-ce que je suis capable de me relever sans avoir mal partout? D'accord? Et est-ce que, parce qu'on rigole, mais moi j'ai vu des sportifs de haut niveau, si tu les mettais assis par terre, ils avaient du mal à se relever. En tout cas, quand ils se relevaient, ils avaient mal aux genoux, ils avaient mal au dos. Nous, on le voit dans les stages de judo. Voilà, ça fait peur quand même. D'accord? Des gens qui sont en pleine bourre, qui ont 30 ans et qui sont... voilà. Bref, donc ça, et puis, est-ce que mon corps est juste capable de faire le mouvement qu'on est en train de poursuivre sur le plan technique? Et souvent, les gens me disent, j'arrive pas à lui faire comprendre comment il faut qu'il tourne son bras, comment il faut ci, comment il faut là. Mais c'est normal que tu puisses pas lui faire comprendre. Parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre. C'est juste que son corps peut pas le faire. Donc en fait, si tu veux que son bras tourne, c'est peut-être qu'il y a une restriction au niveau de la mobilité de l'épaule. Donc vérifie la rotation interne, vérifie la rotation externe. Ah oui, là il est bloqué. Ah voilà pourquoi ça tourne pas. Donc tu peux bien utiliser tous les stratagèmes techniques que tu veux, tu peux lui mettre le meilleur entraîneur de golf du monde, il fera pas mieux. Son corps peut pas le faire. C'est le point de départ. Et là, tu vois, j'ai souvent ces discussions avec les golfeurs. Ils cherchent le meilleur pro de golf, le meilleur entraîneur, celui qui a développé le modèle de swing le plus pur. D'abord, est-ce qu'il y en a un? Quand tu regardes tous les golfeurs mondiaux, tu regardes le top 20 mondial, il n'y en a pas un qui swing pareil. Donc, à quoi ça sert de parler d'un modèle de swing, vu qu'il n'y en a pas un qui fait la même chose? D'accord, il y a même des mecs, quand tu regardes, il y a des pros de golf, ils disent faut pas faire ça, tu regardes, tu dis, tiens, lui, regarde, il fait ça, et pourtant on dit que c'est pas bon, et il est dans le top 20 mondial. Voilà. Et puis après, on te dit, alors, oui, alors il va falloir faire ce modèle-là, et puis il va falloir tourner comme ça, il faut que tu tournes plus, et tout. Mais bon ou pas bon. Après, on te dit, il y a le matériel, alors on va faire du fitting, on va changer les clubs, parce que ça doit venir des clubs. Tu vois, donc on dépense une fortune à faire du fitting de club. Mais moi, j'ai vu des golfeurs, j'ai un ami qui est un ancien golfeur de très très haut niveau, tu peux lui donner n'importe quel club, il va te mettre la balle où il veut. Et c'est pas un problème. Alors, je dis pas que pour taper le très très haut niveau, t'as sûrement besoin d'avoir un fitting précis et tout. Mais la plupart des gens que tu vois, ils vont changer de club en pensant que ça vient du club, parce que c'est une façon de fuir leur responsabilité. Non, c'est juste que vous n'êtes pas prêt physiquement, vous ne savez pas vous échauffer, votre corps ne bouge pas comme il faut, et n'allez pas chercher midi à 14h, c'est pas le problème du pro de golf, c'est pas le problème du club, c'est pas, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez avec le TrackMan, sur le spin de la balle, sur les angles, machin et tout. On revient à la base. Bullshit. Ouais. J'ai 2 sportifs en golf, justement, dont un assez âgé qu'à la soixantaine, mais qui joue encore à un bon niveau. Et je le vois arriver, il me dit ouais, je veux absolument m'améliorer en golf, etc. Parce que j'arrive pas à aller assez loin, à faire de la distance par rapport aux jeunes et tout. Dans un premier temps, je me dis bon, il a quand même un ancien athlète de haut niveau aussi. Et je vois sa carrure, je me dis bon, il doit être quand même assez puissant. Je le teste un petit peu en muscu, mais sur des circuits, parce que je voulais pas trop charger en termes de force max. Je me dis non, c'est pas un problème de puissance. Enfin, je le voyais faire, il t'attrape un haltère de 16, t'as l'impression qu'il a 5 kilos dans les mains. Je fais non, c'est pas un problème de puissance. Et je me rappelle, je lui dis essaie de toucher tes pieds juste pour voir. Et là, il arrive au genou, je fais ok, essaie de tourner d'un côté de l'autre. Il y a un côté de son swing, où ça ne tourne même pas, c'est sa tête qui tourne. Là, je dis ok, c'est bon, j'ai trouvé. Et voilà, et en, je dirais, 1 mois, changement complet. Mais juste parce qu'il a retrouvé de la rotation, et il est libéré au niveau du diaphragme et au niveau thoracique, et terminé. Il me dit, ah ouais, j'ai gagné, je peux combien de mètres. Puis il y a un truc qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est le gars est fort sur des exercices de muscles. Ok, mais dans le geste sportif, est-ce que son système
son cerveau, par exemple, Complètement. et pas que le cerveau, mais est-ce que son système va lui donner, Ouais. l'autorisation d'utiliser cette force? Eh bien, souvent, la réponse est non. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai vu souvent, c'est des gens qui sont très forts sur l'exercice de muscles, et dans le geste, ils développent pas la puissance qui est cohérente avec leur niveau de force sur les exercices de muscles. Pourquoi? Ben justement parce qu'il y a un chaînon manquant. Il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, est-ce qu'il faut continuer à travailler sur la muscule ou est-ce qu'il faut travailler sur autre chose? Et tu as des gens dans beaucoup de sports, et je ne vais pas aller trop loin parce que je pense qu'il y a des gens qui seraient vexés s'ils m'entendaient dire ça, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sports où en fait on perd énormément de temps à continuer à faire de la force max sur certains types d'exercices, et c'est pas les bons. Ouais. Et en fait, on s'escrime à essayer de gagner 5 kilos de plus sur ce geste-là en muscule, alors qu'en fait, Ça sera jamais dans transféré. l'activité, non, mais il utilise 60% de cette force-là dans l'activité. Ouais. Il peut pas. Et il utilise 60%, pourquoi? Parce que le système complexe qui est en jeu au moment où il doit développer cette force, il a plein de lacunes, il a plein de compensations et il a plein de points faibles. Et donc, heureusement, le système est suffisamment intelligent pour dire non, non, mais attends, je vais pas te donner la pleine puissance là-dessus, parce que si je te donne la pleine puissance, tu vas tout casser. Tu vois? Donc, c'est un petit peu si tu avais un gros moteur avec un châssis qui tient pas la route, mais si tu lances ta voiture à fond, le châssis va exploser, quoi. Ouais. Ou si tu as un moteur de dingue et t'as pas de frein. Tu vois, donc t'envoies la voiture plein pot, et puis le virage arrive, et puis t'as beau freiner, ça freine pas. T'as pas de frein. Ça peut pas marcher. Et t'as des gens qui continuent à te gonfler le moteur. Et ils ont toujours pas compris qu'ils avaient pas de frein. Ou ils ont toujours pas compris que le châssis tenait pas. Ouais, et quand ça pète, ils disent, je comprends pas, pourtant il fait 150. Et pourtant, il était fort, hein. Ouais, il était super fort. Moi, j'ai ça sans arrêt. On me dit, mais sur les ischio-jambiers, je comprends pas qu'il se pète. Pourtant, il est super fort en ischio. Attends, il est super fort. Ça veut rien dire, il est fort en ischio. Il est fort sur quel exercice? Extension de hanche, flexion du genou, en concentrique, en excentrique, à grande vitesse, à petite vitesse, sur une machine, sur pas de machine. Bref, il y a tellement de paramètres, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc les gens se rassurent en disant, quand je le mets sur les ischios, putain, tu verrais les charges qu'il me fait en ischio, mais je m'en fous. Est-ce qu'il le fait à grande vitesse? Est-ce qu'il le fait à grande vitesse? J'ai écrit un article là-dessus avec mon fils, justement, sur les ischio-jambiers, chez le sprinter. 99% des blessures, elles arrivent sur la fin d'extension du genou, juste avant la prise de contact. D'accord? Donc, si tu sais lire, c'est pas compliqué. C'est le moment où le segment arrive à la plus grande vitesse, où l'ouverture arrive à la plus grande vitesse, sur un angle qui est très particulier, qui est la fin d'ouverture du genou. D'accord? Donc là, tu réfléchis, tu te dis, putain, alors il faut que le mec soit capable de freiner une charge conséquente à très grande vitesse et sur cet angle-là. Quand tu regardes les pratiques d'entraînement, c'est jamais fait. C'est pas sur cet angle-là et c'est pas avec cette vitesse-là. Donc en fait, le système, il devient performant dans les choses pour lesquelles tu l'entraînes. Ouais. Si tu l'entraînes à être performant sur un certain angle et une certaine vitesse, il est performant là-dedans. Et quand tu arrives sur un angle plus important et à plus grande vitesse, il sait pas faire. Et là, ça pète à un moment donné. Et les gens sont surpris. Ah, pourtant, quand il fait des nordiques hamstring, il est fort. Et le nordique hamstring, il les fait jusqu'où? Il s'arrête au moment où c'est dur, il laisse tomber. Et ben, quand tu ouvres la jambe en sprint, tu peux pas t'arrêter. Ouais, je suis et là, ça pète. D'accord. Football, sprint, enfin, j'avais mis sur aux ischios, il y a plein de bonnes questions à se poser aussi. Hein. Sur le fait de tester en muscu, ça fait des années que je fais plus faire un seul max. Même, je sais même pas si j'ai vraiment déjà fait. Ce que j'aime bien, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de... Je lui passe l'haltère. J'ai même parlé de l'haltère en le laissant un peu tomber, tu vois. Justement, pour voir comment est-ce qu'il réagit, comment il saisit, est-ce qu'il se laisse tomber, est-ce que... Et ça, les gens le prennent souvent pour... je leur fais une blague où je suis pas attentif. Alors qu'en fait, c'est fait à dessein. Et je trouve que ce genre de petit exercice, je vais appeler ça un exercice, ça en dit énormément. Parce que par exemple, quand tu as un poids qui est lourd, que la personne, elle va le saisir, est-ce que c'est son dos qui va complètement lâcher? Est-ce qu'il va pencher d'un côté? Est-ce qu'il va le laisser tomber complètement? Est-ce que c'est la main qui glisse? Et puis là, tu es sur une notion qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est aussi la vitesse d'ajustement postural. Et le ratio de développement de la force aussi qu'il est capable de faire. Et là, tu as tout. C'est-à-dire que sur un truc aussi bête que lui filer un haltère presque en lui jetant dans la main, tu as toutes les informations que tu veux. Et pour peu que tu le fasses 2-3 fois dans des situations différentes, parce que quand tu le fais, il est rarement sur les deux jambes aussi. Hein. Tu vas le faire quand il est sur une jambe parce qu'on est en train de marcher, et d'un coup tu lui passes. Et hop, tu as toutes les informations. Et ça, c'est un tout petit truc qui est tout bête, que j'ai fait une fois sans faire exprès, et que maintenant je le refais, mais à chaque fois parce que j'ai toutes les infos que je veux sur le moment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir lire, quoi. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a un thème que tu voulais aborder particulièrement qu'on n'aurait peut-être pas traité encore?
Oh, des thèmes, il y en a plein. Ouais. On pourrait rester la passer la journée journée. entière à discuter. Hein. Ça, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Et on a d'autres choses à faire tous les deux. Mais euh, non, quoi te dire d'autre on a abordé pas mal de choses. Euh, non, on est dans une période aujourd'hui. On peut en parler un petit peu. Je suis franchement agréablement étonné de ce que je vois aux Jeux Olympiques, des bons résultats qu'on a, et c'est tant mieux pour le sport français, ça fait Mhm. plaisir. Je suis, je suis ébloui par les sites olympiques. Franchement, je pense que c'est pas moi qui le dis, ça a été dit déjà, Ouais. mais je pense que les autres pays qui vont organiser des Jeux, ça va être dur de rivaliser avec ce qu'on voit à Paris, parce que franchement, faire du beach volley sur le Champ de Mars avec la Tour Eiffel derrière, être au Grand Palais, enfin bon, voilà les sites, tu les connais, Ouais. dans les jardins du château de Versailles, Mhm. c'est juste C'est grandiose. incroyable. Il y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où tu peux faire ça, donc bravo Paris. Je suis très fier que mon pays puisse organiser ça et tout. Voilà. Euh, j'ai un peu peur de l'après. Et j'espère que l'engouement qu'il y a pour les jeux, j'espère que ça va continuer. J'espère que ce que ça va mettre dans la tête des gens sera important, mais pas seulement dans la tête des gens. Il faudra aussi que les systèmes évoluent. Il Mhm. faudra qu'on comprenne à un moment donné qu'il y a des sportifs qui l'ont dénoncé, qui ont dit non, on n'est pas une grande nation de sport. Alors on leur a tiré dessus, on leur a dit mais quand même, on a des grands sportifs et tout. Non mais avoir des grands sportifs, ça veut rien dire. Je veux dire, il y a des pays, ils ont 10 millions d'habitants et puis ils sont meilleurs que nous dans beaucoup de sports. Mhm. Tu vois, donc ils ont forcément des systèmes dont il faut s'inspirer. Et tu peux pas reproduire ce qui se fait au Japon, aux États-Unis, en France, absolument. Mais néanmoins, ça vaut le coup quand même d'aller voir ce qui se fait. Ça vaut le Mhm. coup de s'en inspirer. Ça vaut le coup de comprendre, de piquer des bonnes idées. Il y a un entraîneur qui disait il faut de temps en temps, si tu veux aller plus vite, il faut aller piquer des matériaux sur les chantiers des autres. Quoi. Tu vois. Donc tu vas regarder et tu te dis moi, je me souviens d'une anecdote. Je suis allé il y a 20 ans en République tchèque euh, pour un colloque sur le décathlon. Et on a fait parler les Tchèques sur leur système de mise en place. À l'époque, ils avaient 3 décathloniens qui étaient dans le top mondial. Quoi. Ils avaient le record du monde. Et donc, pourquoi la République tchèque, avec un si petit pays, réussissait autant dans l'athlétisme? Yann Zelezny au javelot, Ok. enfin, ils en avaient, tu vois. Et eux, ça leur paraissait bizarre qu'on leur pose cette question-là. Mais après, ils nous ont présenté un monsieur qui est venu et qui nous a expliqué qu'il travaillait dans les écoles. Et il nous a montré comment il travaillait avec les gamins. Et là, tu te dis, bah, ouais, bah, c'est pas étonnant, en fait. Si tu veux, nous, là, je vais dire un truc, alors ça va faire bondir certaines personnes, mais tant pis, je le dis, c'est pas grave. De toute manière, tout le monde sait que j'ai une grande gueule parfois, donc j'assume totalement. À mon âge, je vais pas changer. Mais nous, on est totalement incohérents dans ce qu'on fait dans notre système scolaire. C'est aberrant, mais Bien sûr. complet. En primaire, mais c'est n'importe quoi. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Aujourd'hui, toutes les études scientifiques, toutes, et Dieu sait s'il y en a eu sur le sujet, montrent que de toute manière, le premier apprentissage qu'on doit avoir, c'est le corps. C'est ce qui conditionne tout. Aujourd'hui, tout le monde te dit l'apprentissage de la latéralité, par exemple, des 3 dimensions d'espace, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, Mhm. etc. C'est quelque chose de fondamental pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre à compter. D'accord? Bon, donc, et pour la santé, évidemment, hein, pour la santé, il ne faut pas oublier la santé. Mais... Donc tout ça, c'est fondamental. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? En primaire, on travaille sur ces dimensions-là? Mais pas du tout. Alors on nous dit oui, si, ils ont tant de minutes par jour d'éducation physique. D'éducation physique? Non, non, mais attendez, moi je vous parle d'un truc précis. Moi ce que j'ai vu en Ouais. République tchèque, c'est un truc précis. C'est une vraie méthodologie. C'est quand tu prends, j'avais fait ça quand mon gamin était à l'école, bon, maintenant il a 31 ans, donc ça date un petit peu, mais quand tu prenais son carnet d'évaluation, là, il y avait détaillé, selon les cycles, ce qu'il devait apprendre en français, en maths, etc. Donc tout ça, on a bien compris. À tel âge, il est capable d'opérations abstraites, il va pouvoir faire ci, il va pouvoir faire ça, c'était super bien construit. Et puis, tu avais le programme d'éducation physique. Triple saut, à qui? À qui le triple saut en primaire? Mais vous foutez la gueule de qui, là? C'est un génie. Non, Écoute. mais, non, mais Ah ouais, tu ouais. vois? Et ce que je veux dire, c'est à un moment donné, non, mais là, il faut penser le sujet vraiment. Mhm. Et là je sais pas s'il y a ça existe peut-être pas, mais des ministres qui vont écouter le podcast, là, mais je leur lance un appel, là. Là, il va falloir se mettre autour de la table, il va falloir réfléchir sérieusement, parce que dans le primaire, c'est juste une catastrophe ce qu'on fait avec les gamins. Ils sortent du primaire, alors pour la santé publique, c'est une catastrophe, d'accord, ce qui se passe. Et pour les apprentissages, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont chez l'orthophoniste. Soi-disant, ils sont dyslexiques. Alors, il y en a de plus en plus. Putain, c'est une épidémie. On nous a parlé du Covid, mais la dyslexie, c'est pareil, c'est une Ouais. épidémie. On va falloir porter des masques. Mais pourquoi il y en a de plus en plus? Mais parce que les gamins, c'est catastrophique au niveau de la coordination. Moi, je travaillais 23 ans en stage, j'avais des étudiants qui arrivaient à 18 ans, mais j'en avais 2 sur 5 qui marchaient à l'amble en quadrupédie.
Et tu n'arrivais pas à les faire marcher avec une opposition main-pied. Ça n'existe pas chez un bébé, ça. Pourquoi ça? À un moment donné, il y a des problèmes. Donc, il faut construire une vraie éducation physique et motrice et une éducation à la santé en primaire. D'accord? En collège, on peut continuer à avoir une forme d'éducation physique avec une approche multi-activité, etc. Et moi, je vais très très loin. Je dis, au lycée, ça ne sert à rien du tout. Au lycée, ça doit être des options. Le mec a un talent dans un sport. D'accord? Il est talentueux en, je sais pas, en natation, en escrime, en boxe, en ce que tu veux. Il est talentueux. Ok, on lui donne la possibilité d'exploiter ce talent-là. Et puis, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, il ne puisse pas avoir une note qui correspond à son niveau d'expertise aussi dans la validation de son cursus. Donc, très bien. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne fait rien en primaire. On fait du bricolage en collège. Et j'ai beaucoup de respect pour les profs de collège parce que j'ai été on m'a balancé en établissement scolaire. Je me suis rendu compte à quel point j'étais incompétent. Je le dis très clairement, je ne suis pas compétent pour ce métier-là. Ce n'est pas mon métier. Je ne l'ai jamais vraiment fait et j'en suis très loin. Et à l'âge que j'ai, je vais avoir beaucoup de mal à m'y remettre. Et ma femme est prof de PS et ma mère était prof de PS. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Et ils sont plus qualifiés que moi pour le faire. D'accord? Mais aujourd'hui, ils gèrent des groupes trop nombreux, ils gèrent la discipline, ils gèrent l'autorité, ils gèrent des choses. Ils gèrent des textes qui changent sans arrêt. Il faut s'adapter en permanence à des nouveaux programmes et nous aussi des nouveaux là. Mais putain, le corps humain, il ne change pas tant que ça tous les 4 ans. Qu'est-ce qu'on nous fait là? À un moment donné, il y a des choses qui doivent être simples. En primaire, on doit développer tel et tel truc pour les raisons qu'on connaît, parce qu'il y a plein d'écrits là-dessus, donc on sait ce qu'on doit faire. D'accord? Quand on arrive en collège, on a des gamins qui connaissent leur corps, qui ont un minimum de coordination, qui sont capables d'aller explorer différentes activités, et on doit pouvoir le faire comme il faut. Et puis normalement, si on a fait ça, ben les gamins, ils ont envie de faire du sport, ils en font. Ceux qui ont envie, en tout cas, ils sont déjà investis dedans. Ceux qui préfèrent faire du théâtre, tant mieux, il en faut. Ils préfèrent faire de la musique, tant mieux. Mais quand tu arrives au lycée, moi je dis aujourd'hui au lycée, ou bien on emmerde les élèves parce qu'ils font du sport, ils sont investis déjà, et puis ils te disent « Ouais, mais ça me saoule, moi, en EPS, d'aller faire le cours et tout, ça me fatigue, et après j'arrive à l'entraînement, je suis pas bien. » Ou bien ils n'ont pas envie, ça les intéresse pas, et puis ils glandent en cours de PS. Et pour une majorité d'élèves, c'est ça. En fait, ça sert à rien. On perd du temps, on perd de l'argent. D'accord? Donc, il faudrait tout descendre, mais c'est impossible dans un pays comme la France de réformer ça. Il faudrait tout descendre. Et encore, c'est simpliste ce que je dis, hein, mais il faudrait former des gens qui sont spécialistes de la motricité pour travailler en primaire. Et là, il y aura un réel impact. Le problème arrive déjà de là, c'est que c'est les maîtresses d'école qui ne sont pas du tout formées au sport ou quoi que ce soit. Et c'est pas leur faute. Et c'est pas de leur faute. Ah non, c'est clairement pas leur faute. Parce que moi, j'ai été en STAPS et j'ai formé les gens qui allaient passer pour professeurs des écoles. D'accord? Et c'est pas de leur faute parce que tu peux pas être, quand tu es prof des écoles, si déjà tu apprends, tu es capable d'enseigner, exactement, apprendre à lire, à écrire correctement, machin, c'est déjà un énorme boulot. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'ils sachent faire de la musique, il faudrait qu'ils sachent faire du sport, il faudrait qu'ils sachent faire. Non, mais c'est pas possible. Alors, tu as des intervenants extérieurs. Mais les intervenants extérieurs, ils n'ont pas toujours, et c'est pas méchant encore une fois, il y a des gens de bonne volonté, c'est pas le problème. C'est juste que des fois, ils n'ont pas le niveau de formation suffisant, ils n'ont pas compris les vrais enjeux, parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Et c'est un vrai boulot de développer la motricité d'un enfant, d'accord, jusqu'à 10 ans, 11 ans, etc. C'est un vrai boulot de lui donner une culture sportive multi-activité dans un collège, et donc il faut le faire dans les bonnes conditions, avec des installations, avec ci, avec ça. C'est pour ça que tout ce que je dis, c'est des vœux pieux, hein, ça n'arrivera jamais, d'accord? Mais on devrait enlever les profs qui sont en lycée, qui, à mon avis, ne servent plus à grand-chose, ou alors il faudrait avoir peut-être des regroupements avec des spécialistes, je ne sais pas, par secteur, un mec qui est spécialiste de telle activité, puis finalement, au moins, les élèves, ils peuvent travailler avec ce gars-là dans leur activité s'ils ont envie. Je ne sais pas, en fait, il faut réfléchir, je n'ai pas de réponse toute prête. Mais ce que je sais, c'est que là, on est complètement à la rue, quoi. On est complètement à la rue. Et aujourd'hui, je veux dire, on a quand même... c'est dur ce que je vais dire, mais on a des arbres qui cachent la forêt. D'accord? Moi, dans mon sport, qui est l'athlétisme, je suis devenu un vieux de la vieille, quoi. Mais moi, quand j'étais Benjamin au Mini, mais je vais avoir 60 ans bientôt, hein, donc t'imagines, hein, il y a 50 ans de ça, 45 ans de ça. Les performances que je faisais, mais je serais toujours dans le top 5 français aujourd'hui. Tu vois? C'est-à-dire que la moyenne n'a pas vraiment évolué, alors il y a toujours un mec qui perf plus que les autres et qui bat un record de France, ça arrive. Oui, il y a toujours l'exception. Mais grosso modo, en 25 ans ou en 30 ans, tu as des disciplines où le niveau requis pour se qualifier au championnat de France, il n'a pas évolué, voire même il a régressé. Ça prouve bien qu'on a une crise. Pourquoi l'athlétisme est en crise aujourd'hui? C'est certainement pas la seule raison. Il y en a plein, c'est multicause et je prétends pas être celui qui a la solution, etc. Mais en tout cas, le manque d'éducation physique qu'on a, le manque d'accès à des choses simples, des activités, là aussi je vais faire bondir les gens peut-être, mais je m'en fous, d'activités basiques, parce que je veux dire, marcher, courir, sauter, lancer, ces activités de base.
Quand tu veux faire du handball, à la base, il faut courir, d'accord? Il faut sauter, il faut lancer, ok? Donc, les sports co, c'est bien, c'est des sports... voilà, mais tous les sports sont intéressants. Mais à un moment donné, tu peux pas penser que certaines personnes vont avoir une bonne santé et accéder à du haut niveau alors qu'ils n'ont même pas les prérequis basiques avec leur corps, quoi. Et ça, tu as des sports comme la gym, l'athlétisme, etc., qui sont des activités qui sont extrêmement formatrices là-dessus. Et qu'on n'exploite pas assez. On a perdu le lien avec le sport scolaire. C'est pas normal. Il y a de moins en moins de gens qui font de l'athlétisme en établissement scolaire. C'est pas normal. On fait des activités fun. Il y a des choses intéressantes, mais je vois des trucs... franchement, j'ai été mis dans une situation dramatique parce qu'on a stoppé ma carrière qui était dans le sport de haut niveau pour des raisons obscures qu'on a évoquées au départ, et je ne veux pas revenir là-dessus, mais le ministère a été d'une ingratitude et d'une violence incroyable et totalement illégale en plus. Donc l'affaire est sans doute pas terminée, mais de me rebalancer dans un établissement scolaire, je prends conscience à la fois de mon incapacité à le faire. C'est pas mon métier, je suis pas bon là-dedans, d'accord ? Mais je prends conscience aussi du niveau. Enfin, là, j'ai eu une photographie de ce qui se passe. Je me dis, mais c'est pas possible, on en est là. Mais c'est grave. Ouais, je sais que, exemple personnel, j'ai jamais fait de natation, jamais de gym et jamais d'athlé avant la fac. Voilà. Et même à la fac, j'ai réussi à esquiver natation, ce qui m'a arrangé. Parce qu'en tant que judoka, je nage très mal. J'adore ça, mais je nage très mal. En tout cas, faut faire de la vitesse. Ouais. J'aime bien me balader à la mer, mais c'est tout. Et effectivement, on m'a jamais vraiment appris à courir. Alors, j'ai eu de la chance, hein, en STAPS, j'ai découvert que je courais très très bien. Mais je l'ai découvert, j'étais en première ou deuxième année de master. Et là, tu te dis, mince, si j'avais su ça avant. Parce qu'on m'a dit que j'avais de très bonnes qualités pour courir très vite. Je suis très explosif. Et la prof qui nous avait fait faire les tests de vitesse en master m'avait dit, tu veux pas faire de l'athlé? J'ai dit, non, mais j'ai 24 ans, je vais pas commencer l'athlé maintenant, quoi. Mais si j'avais su, ça m'aurait intéressé, tu vois. Mais effectivement, dans les cours que j'ai eus, si tu le rencontres pas, tu peux pas. Alors, c'est difficile de rencontrer tous les sports dans ta vie, hein. C'est compliqué. Complètement d'accord. Donc, forcément, le filet, il y a des endroits où il est troué, et puis on va passer des gens à travers les mailles du filet. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même. Voilà, pour revenir sur le point de départ, les Jeux Olympiques en France, bravo, les sites sont magnifiques, je croise des doigts et bravo pour l'organisation, parce que pour l'instant ça tourne plutôt bien et c'est quand même une énorme machine, donc c'est facile de critiquer, c'est pas facile à mettre en œuvre, donc bravo. Il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins, tout le monde polémique sur la cérémonie d'ouverture et tout. On a tous des avis différents, et puis tant mieux d'abord, c'est ça qui fait la richesse aussi, mais moi, aujourd'hui, le plus important, c'est qu'est-ce qui va rester de ça, c'est quoi l'héritage? Est-ce que la France va changer après ça? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que ces jeux vont être une prise de conscience? Est-ce qu'on va utiliser les compétences des gens? Ouais. Tu vois? Et moi, je dis ça de manière très, très... Alors là, pour le coup, c'est très égoïste, ce que je dis. Hein. Mais moi, voilà, dans 3 jours, j'ai fini les jeux. Là. Dans 3 jours, j'ai fini. Au mois de septembre, je fais quoi, là? Je retourne à l'établissement scolaire. On prend ma formation. J'ai été formé par le système français. J'ai tout fait en France, moi. Hein. Le CAPES, les brevets d'État, diplôme supérieur de l'INSEP, etc. J'ai été appelé pour travailler sur la formation des entraîneurs français. J'ai écrit des bouquins en français pour contribuer à développer un peu les connaissances, à partager des choses avec les gens. Je viens encore auprès de toi dans cette émission pour partager et tout. Donc je pense que je suis quelqu'un qui a une... J'ai un fond, si tu veux, voilà, je suis formateur, j'aime partager avec les gens, etc. Et je pense modestement avoir développé certaines compétences. Et aujourd'hui, on est en train de me dire, alors vous allez aller en établissement scolaire, vous allez faire de l'éducation physique dans un collège. Et encore une fois, c'est pas péjoratif pour les gens qui le font, hein, parce que chapeau bas, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. J'ai des amis qui sont des profs de PS remarquables, ils sont incroyables, ils sont bien meilleurs que moi pour le faire. Mais moi, je suis sans doute bien meilleur qu'eux dans d'autres domaines. Et est-ce qu'on va utiliser ces compétences ? Aujourd'hui, il y a des guerres d'ego, il y a des guerres de réseau, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire après les jeux ? Tout va tomber, on va laisser les gens à la poubelle, on va laisser les gens partir. Moi, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, au mois de septembre, je relance les demandes partout. Et si c'est pour aller en Belgique, au Japon ou aux États-Unis, je le ferai. Ouais. Et c'est un des problèmes aussi, je sais plus avec qui j'en ai discuté, mais que c'est peut-être même avec toi au téléphone, que la plupart des bons entraîneurs, finalement, finissent à l'étranger. Et on n'arrive pas à les garder sur notre territoire. Un peu comme les bons sportifs. Je suis désolé de dire ça, parce que c'est pas vrai pour tout le monde. Et on trouvera toujours un contre-exemple. Voilà. Mais il
Il y en a beaucoup. Ce que j'ai vu quand même, c'est beaucoup de gens qui ont souffert d'une grande ingratitude, d'un manque de reconnaissance, d'un manque de soutien. Je pense que les gens ne mesurent pas ce que c'est que le travail dans le sport de haut niveau, les enjeux que tu as, la pression que tu as, les moyens que tu as, comment tu dois naviguer en eau trouble. Hein, parce que on te demande, tu as une pression en haut, on te dit il faut faire ça, et puis en dessous, tu as quand même des gens qui sont là, et tu dis putain, je vais faire des malheureux si je fais ça, donc je respecte aussi les gens qui sont en dessous. Donc, et tu essaies de te positionner et tout. Et moi, ça m'a coûté cher parce que j'ai voulu protéger certaines personnes. Ça a été les premiers à m'assassiner dans le dos. Voilà. Tu vois, et un système ingrat qui te dit moi, on m'a dit, vous êtes super compétent. On n'a aucun reproche à vous faire sur vos compétences. Mais vous pouvez travailler dans ce système-là. Ok, bah vous sortez. Au revoir. Vous retournez à l'éducation nationale. C'est normal, ça? Non, Alors après, je suis je très comprends. prétentieux en disant ça, peut-être. Mais voilà, partout où je suis passé, je peux dire avec fierté que partout où je suis passé, les gens étaient satisfaits de la qualité de mon travail. Donc je trouve un peu dommage de m'envoyer dans un contexte aujourd'hui où les gens ne seront pas satisfaits de la qualité de mon travail parce que je ne sais pas faire. Ouais, je suis d'accord avec Voilà. toi. Et donc Chacun sa place. l'héritage des jeux, et puis là on parle de mon cas, c'est très égoïste, désolé, hein, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entraîneurs. Et on a vu déjà des entraîneurs avant les jeux, juste avant les jeux, il y en a qui ont quitté pour aller entraîner des équipes étrangères. C'est bien révélateur d'un malaise quand même. Hein. Ouais. Alors les histoires sont complexes, il faut connaître tout le contexte, etc. Mais aujourd'hui, on voit des pays entraînés, des gens entraînés par des athlètes, par des entraîneurs français. Comment on peut, c'est comme les ingénieurs qui la fuite des cerveaux, bah là la fuite de l'expertise aussi. Comment on peut, moi je dis, avoir les Jeux Olympiques en France, c'est une force et une richesse, etc. Putain, mais on doit surfer là-dessus. Il faut arriver à reformater tout le monde autour d'un vrai projet national, autour du sport, autour de l'éducation, autour de la santé, du sport de haut niveau, etc. Et utiliser toutes les compétences. Et chacun à sa place, une place pour chacun, quoi. Et une des problématiques, alors là on est à la moitié des Jeux, on est déjà à plus de 36 médailles, je ne sais plus combien. La problématique, c'est que vu qu'on rapporte des médailles sur ces Jeux de Paris... on mettra pas en cause les systèmes. Exactement. Ben, bien sûr. Mais bien sûr. C'est compliqué, hein. Donc les athlètes, arrêtez de faire des perfs. Je plaisante. Non, en fait, les athlètes sont géniaux. C'est ce qu'a exprimé Florent Manodou, c'est ce qu'a exprimé Evan Fournier à un moment donné. Ils l'ont dit, arrêtez de penser que c'est grâce au système français. C'est pas vrai. C'est par la passion. C'est des parents qui étaient passionnés. Moi, je connais bien le papa d'Evan Fournier, qui est un ancien judoka, François Fournier. Bon, lui et sa femme, ils étaient dans le monde du sport, ils connaissaient bien, ils ont investi beaucoup sur l'éducation sportive de leurs gamins. Aujourd'hui, ça a fait un basketteur de haut niveau. Voilà. Mais on ne peut pas dire que c'est grâce au système français. Non, c'est des individualités. Et c'est de l'abnégation. C'est les parents, on les connaît tous. Je ne sais pas si t'es papa, moi je suis papa, mais le temps que j'ai passé à amener mon fils sur des entraînements, sur des compètes, sur des ci, sur des là, si t'es pas passionné, si t'investis pas, mais tu passes ton temps à rattraper les lacunes du système. Donc oui, tu arrives à faire émerger des arbres qui cachent la forêt, qui font des médailles au jeu, mais néanmoins, derrière, la masse, on en est où, quoi? Ouais. C'est vraiment un enjeu de santé nationale. J'ai des questions que j'aime bien poser à la fin. Et une, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur? On a déjà mis quelques pistes pendant l'émission, mais quelle est ta définition du bon entraîneur? Oh là là, ça serait prétentieux d'avoir une définition du bon entraîneur. Je vais dire, en tout cas, les valeurs qui sont importantes pour moi, mais je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Hein. Non, c'est ton avis personnellement. Là. C'est un avis personnel. Moi, d'abord, je pense que ça doit être quelqu'un d'humain. Parce que accompagner des gens dans un projet sportif, il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre la difficulté de l'entreprise. C'est pas facile pour les sportifs, des fois ils souffrent, ils sont en période de doute, etc. Si t'es pas humain, ça marche pas. Donc moi j'accorde beaucoup d'importance à ça. Je veux un rapport très humain avec mes sportifs, et je le dis des fois, certains ça a été un petit peu mes enfants par procuration, quoi. J'ai un fils, hein, et personne ne remplacera jamais ça, mais ce que je veux dire, c'est quand même tu crées un lien. Aujourd'hui, moi, Jean-Baptiste et Louise, qui sont à Marseille, là, en ce moment, au jeu, je veux dire, je vibre avec eux, j'ai peur pour eux, etc. C'est de l'humanité. Ça, c'est hyper important pour moi. L'humanité, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui doit être humain. Et malgré tout, il y a des très bons entraîneurs qui sont totalement inhumains. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai pas forcément la vérité. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, la deuxième chose, pour moi, un entraîneur, ça doit être quelqu'un de curieux. Parce que c'est ce qu'on dit depuis le début, en fait, c'est tellement complexe. Si t'es pas curieux, si tu penses que tu sais déjà tout,
que tu as appris, que tu as vu sur Instagram qu'il fallait faire ça, etc., t'es mort. Franchement, non, il faut être curieux, il faut avoir l'humilité de se dire, je sais pas tout, c'est plus compliqué que ce que je pensais au départ. Je vais essayer de faire le mieux possible avec ce que je sais, ce que je pense pouvoir contrôler. Tu vois, et encore, c'est prétentieux de penser pouvoir contrôler des choses. Mais bon, je vais essayer de dire, parce qu'à un moment donné, il faut agir quand même. Hein. Bien sûr. Tu peux pas être tout le temps dans la réflexion. Et, tu vois, donc, la curiosité, c'est extrêmement important. Puis après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un métier de passion. Hein. C'est un métier de passion, donc il faut beaucoup d'abnégation. Ouais, ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Et puis, je pense que le parallèle de la curiosité, c'est l'humilité. Mhm. Il faut être très curieux et il faut être très humble. Et des fois, on dit ah bah, c'est un super entraîneur, regarde, il a formé tel sportif. Oui, oui, sans doute. En tout cas, ça a marché que celui-là, mais il y en a eu plein de cassés Mhm. autour. Et puis, ce que j'ai réussi avec un, j'ai pas la garantie que je vais réussir la même chose avec un autre. Donc c'est pour ça qu'il faut être très humble. Ça a marché avec celui-là. Pour quelle raison? Je pense savoir pourquoi, mais c'est sûrement pas tout ce que je pense. Parce qu'il y a des tas de paramètres que Bien je sûr. contrôle absolument pas. Et donc ça a marché, tant mieux. Et puis j'en suis bien content pour lui, pour moi, etc. J'ai pas la garantie que ça va marcher avec tout le monde. Alors, néanmoins, il y a des entraîneurs où quand même c'est des valeurs sûres et tu sais que Mhm. ça marche quand même à peu près régulièrement. Oui. D'accord? Donc voilà. En tout cas, les grands entraîneurs que j'ai eu la chance de croiser, les vrais, pas ceux qu'on. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Il y a beaucoup de mythes. Il y a beaucoup d'imposteurs aussi. Des gens dont on dit ah, c'est un super entraîneur, et puis en réalité, ça l'est pas tant que ça. Encore une fois, c'est très dur ce que je dis, mais c'est un avis personnel, ça n'engage que moi. Mais je sais que je le partage avec beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi là-dessus. Mais par contre, il y en a sur lesquels on est tous d'accord. C'est des grands entraîneurs. Et ces gens-là, en tout cas, bah, moi, je trouve qu'ils ont tous à peu près ces qualités-là. Ils sont humains, ils sont curieux, ils sont humbles, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Euh, c'est dur à vivre hein, pour les autres autour. Ouais. Tu travailles en pleine nuit avec une idée qu'il faut noter, ta femme elle te dit putain mais qu'est-ce que tu fous, il est 3 heures du matin, mais comment tu fais pour penser à ta séance de muscu alors qu'il est 3 heures du matin? Bah, C'est comme ça. c'est la vie d'entraîneur. Mhm. C'est la passion. Ouais. Quelle formation tu conseillerais à un entraîneur, un préparateur physique? Une formation qui t'a marqué ou que tu recommandes en tout cas de vivre? Il y en a plusieurs, hein. Il y a plein de formations. Alors, il y a les formations qu'on connaît tous, STAPS, etc. On entend dire ah, bah, tel STAPS, c'est bien, d'autres c'est moins bien et tout. Moi, je pense qu'il y a du bon partout et il y a du moins bon partout. Il y a des profs qui sont bons et des profs qui sont moins bons, et les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Il y en a qui le sont moins. Donc, les étudiants, ils traversent des cursus. Moi, je pense qu'au-delà de cette formation de base que tu dois avoir, hein, que ce soit enfin, tous les différents diplômes qui existent en France, après, il y a un truc pour moi qui est irremplaçable, c'est le côté. J'aime bien parce que c'est aussi quelque chose que je tiens de ma famille. Moi, j'ai un grand-père qui a été compagnon du Tour de France. Voilà. Et je trouve que cette formation de compagnon du Tour de France, c'est super intéressant parce que on demande aux gens d'aller à plein d'endroits, Tu vois d'aller le point de rencontrer vue. des mentors à plein Mhm. d'endroits. Et finalement, ils passent un an, je crois, à faire un tour de France comme ça, à aller rencontrer des gens à plusieurs endroits qui leur apprennent le métier. Et ben moi, je pense que pour les formations d'entraîneurs, c'est génial ça. C'est aller voir des mentors, aller voir des gens, etc. Moi, j'ai eu l'opportunité de le faire à certains moments. On évoquait tout à l'heure mon passage à l'INSEP quand j'étais sessionnaire. Mhm. J'ai fait un voyage d'études au Canada à l'époque. Je suis allé voir un monsieur qui s'appelait Andy Higgins, qui était à Toronto, qui était un entraîneur célèbre d'épreuves combinées. Et j'ai passé avec lui des journées mais magiques. Magiques, parce que j'étais un jeune entraîneur et que il se mettait autour d'une table, il me racontait plein de choses, il me faisait des dessins. Il me disait Olivier, regarde, ça marche comme ça et tout. Et putain, je me disais, mais ce mec-là, il passe du temps à m'expliquer ça. Alors qu'il est en charge d'athlètes qui vont faire les championnats du monde, les jeux, qui vont aller chercher des médailles. Moi, j'arrive, il me connaît pas, je suis un jeune entraîneur et il partage avec moi. C'était génial. Tu vois, et ça n'a pas de valeur, quoi. Je veux dire, tous les cours de STAPS ou autres, à côté de ça, c'est que dalle, quoi. Ouais, je vois très bien. Tu vois, donc si on pouvait, oui, si on pouvait, des gens qui ont vraiment envie, proposer des systèmes de mentorat comme ça et de dire, bah tiens, tu vas aller avec ce mec-là, tu vas passer en immersion un mois avec lui et tu vas voir ce que c'est sa vie pendant un mois. Après, on verra si tu as envie de faire ça déjà. Mhm. Et puis, en tout cas, ça va t'ouvrir les yeux sur plein de choses. Je te parlerai d'un projet en off aussi. Ouais. Euh,
qui parle de ça, justement. Quel livre tu conseillerais de lire? Oh, pauvre, là, c'est compliqué. Hein. Oh là 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 là. Dans, Il y en a dans tellement. l'entraînement ou pas dans l'entraînement, d'ailleurs. Il y Hein. en a tellement. Il y en a tellement. Je sais pas, puis je suis un gros lecteur, donc je lis plein de choses et dans plein de domaines différents. Donc j'ai plein de lectures qui m'ont inspiré. J'ai lu Howard Bloom, Le Principe de Lucifer, par exemple, c'est fabuleux. Mais il y a des choses qui sont hyper inspirantes. Ouais, c'est très dur de te répondre là. Très dur parce qu'il y a, ouais, il y a plein de gens qui sont inspirants. Je ne saurais pas te dire exactement un bouquin, dégager un bouquin, compliqué. Ouais. Je te laisse le mot de la fin. Il est dur celui-là. Le mot de la fin, il est dur, ouais. Non, merci déjà. En fait, c'était chouette qu'on ait cette opportunité que nous a créé finalement Les jeux, ouais, ouais. De se rencontrer déjà physiquement, de pouvoir échanger autour de ça. Merci en tout cas de m'avoir donné la possibilité de le faire, de parler, etc. C'est pas toujours simple. J'espère que les gens m'en voudront pas d'avoir évoqué des choses un peu personnelles, etc. C'est vrai qu'on doit percevoir peut-être dans mon discours aussi un peu d'amertume et de comment dire. D'inachevé. Ouais, bon, mais je pense que c'est pas fini, hein, de toute manière. Je veux dire, la vie est pleine de rebondissements, donc je suis confiant dans l'avenir et je sais que j'ai d'autres ressources et je vais faire plein de choses. J'ai fait tellement de choses dans ma vie, de toute manière, je suis pas inquiet. Aujourd'hui, j'ai des projets qui peuvent m'amener à faire plein de choses, et peut-être même pas dans le sport d'ailleurs. Mais je trouve ça un peu dommage parce que finalement, c'est quelque chose que j'ai développé toute ma vie, l'expertise dans le sport, et je pense modestement que je suis pas plus mauvais qu'un autre et que je dois pouvoir apporter à certains systèmes. Donc voilà, mot de la fin, ben écoute, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ont des projets ambitieux, ben appelez Julien, il me contactera et je suis ouvert. En tout cas aujourd'hui, j'ai les yeux et les oreilles grandes ouvertes sur le monde et je suis prêt à faire des choses. Voilà, je suis open, j'ai envie de faire plein de trucs. Olivier, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Julien. Me revoici, ça y est, l'épisode est terminé. J'espère que ça t'a plu et que tu auras vu un petit peu aussi la face cachée derrière le sport et l'entraînement de haut niveau. Il n'y a pas que du bon, malheureusement. Si jamais tu veux soutenir la chaîne et que tu es encore là, retrouve-nous sur le Club des entraîneurs avec le lien dans la description et n'hésite pas à liker ou commenter cette vidéo, ça nous aide vraiment énormément. On se retrouve la semaine prochaine avec Rudy Koya. Bah ouais, je te le dis parce que t'es encore là. Donc merci et à la semaine prochaine, salut.